Elles sont chefs d'entreprise, artistes, sportives de haut niveau, actrices, militantes, influenceuses ou youtubeuses, réalisatrices, productrices, politiciennes, journalistes ou écrivaines. Et elles se confient dans ce podcast. Confidentiel met en lumière le parcours de ces femmes extraordinaires, souvent éclipsées dans les récits médiatiques. Mais de toute façon, tu sais que c'est confidentiel. Bien que tout nous oppose en apparence, au fond, nous partageons le même engagement. Défendre les opprimés et exprimer un point de vue au pays où sont censés régner liberté, égalité et fraternité, s'il existe encore. Donc bonjour Linda. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans nos locaux pour faire cette interview. Donc moi j'ai beaucoup de questions à te poser. J'aimerais vraiment en savoir plus au sujet de Linda, l'oratrice, parce que tu es connue pour ça. Enfin, je ne sais pas s'il faut se tutoyer ou se voyer. Oui, bien sûr, quand même. On peut se tutoyer ? Mais bien sûr. Non, mais je sais pas si... On est de la même génération, en plus. Oui, mais bon. D'abord, on a beau être comme toi, un personnage médiatique, on n'en reste pas moins un humain. Donc j'aimerais déjà savoir comment tu vas. Moi, je vais très bien. J'estime toujours qu'à partir du moment où on est en bonne santé, tout va. Et à partir du moment où on est en capacité de faire ce qu'on a envie de faire par passion, notamment à travers son métier, je ne vais pas me plaindre. Il y a toujours pire. Comme je te disais hors antenne, c'est Abdoulaye Kanté que je salue, que j'avais interviewé lors d'une émission qui m'a gentiment soufflé ton nom. Et je trouvais intéressant qu'on échange ensemble. Comme toi, il est français d'origine étrangère. Et comme toi également, il est souvent pris à partie et limite traité de vendu sur le net. Comment est-ce que tu composes avec cette animosité qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux ? Au fait, je la déplore parce que ça me renvoie forcément... Alors, je ne vais pas faire outrage à mon âge, mais à la marche des Beurs en 83, où il y a des milliers de jeunes d'origine étrangère, notamment maghrébine, africaine de manière générale, qui ont marché pour être reconnus en tant que Français. Ils n'ont pas marché pour qu'on reconnaisse leurs spécificités, leurs origines ou leur binationalité, ils ont marché pour de l'égalité. Ils ont voulu mettre fin à la discrimination et qu'on les traite comme n'importe quel Français. Et au final, aujourd'hui, on a eu une modification un petit peu des institutions régaliennes. J'ai envie de croire que la police de 2024 n'est pas la police des années 80, ni même des années 90. Et pourtant, je pense que beaucoup portent encore le carcan du passé et n'arrivent pas à accepter que dans les institutions, il puisse y avoir des Français binationaux ou d'origine extra-européenne, particulièrement issus, disons les choses, sans franchement, des anciennes colonies, et qui puissent avoir le droit de se sentir français, sans renier leurs origines, mais en se tenant exclusivement aux règles strictes, la loi, l'ordre établi, l'organisation de la société. Et ce que je trouve dommage, c'est finalement en appeler en permanence à de l'égalité. Et quand on retrouve de l'égalité, notamment dans les institutions, avec une présence de la diversité, eh bien, sans plaindre. C'est assez hypocrite. C'est marrant, ça me fait penser un petit peu à... Moi, je faisais de la musique avant. Donc, c'est vrai que dans les textes, on se plaint beaucoup de la politique. On dit que la politique ne s'intéresse pas à nous. Et quand nous, on s'intéresse à la politique, on dit qu'on est des vendus. C'est ça. On voit souvent des personnes d'origine étrangère, particulièrement les femmes, je pense, qui sont assez ciblées dès lors qu'elles se lancent en politique. On leur dénie finalement le droit à avoir une opinion politique, comme si on devait tous avoir la même idéologie politique, le même discours politique. Or, justement, la richesse, c'est d'avoir au sein d'une même communauté, c'est-à-dire des Français qui sont d'une même origine, voire même d'une même religion, avoir une disparité politique extrêmement forte. Et c'est ça la force. C'est ça la question de la représentativité. Et puis, de manière générale, c'est aussi une manière, je pense, quand on traite les gens de vendus, c'est une manière aussi, comme peuvent le faire les racistes, on va dire d'extrême droite, on va les appeler comme ça, de les cloisonner dans un carcan, dans une case, et ne pas les laisser en sortir. C'est-à-dire qu'il faut faire des professions, et il y en a d'autres qui sont interdites. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec le racisme ? Je regardais une vidéo de toi sur YouTube. Je suis allée dans les commentaires. Bon, hormis les Linda raconte des salades et autres blagues sur ton nom. Hein. Je suis tombée sur des phrases du type « c'est un mannequin ou c'est un flic ?» Elle devrait rester sur le terrain plutôt que de faire sa belle à la télé à longueur de temps. Tu penses que le fait que tu assumes ta féminité tout en parlant de la police, c'est une chose qui dérange certains ? Oui, je pense que ça dérange aussi beaucoup par ignorance. Je ne m'intéresse pas beaucoup aux commentaires, mais quand même, je perçois les débats qui polarisent un petit peu en France. Et j'ai le sentiment souvent, encore une fois, on est sur du préjugé, du stéréotype. Et ça me fait penser un petit peu à ces gens, dès lors qu'ils vont, par exemple, parlons d'un sujet qui revient souvent dans le débat public français, c'est l'islam ou les musulmans. Eh bien, ils ont un stéréotype du musulman. Et dès qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à leurs préjugés, ça les dérange.
Et donc forcément, on a envie de les mettre dans une case. Soit t'es féminine, soit t'es flic, ça peut pas être les deux. Soit t'es antiraciste, soit t'es flic, tu peux pas être les deux. Bah, c'est un peu pareil. Toi, tu as une fille que tu as eue à 22 ans. Donc aujourd'hui, elle aura la vingtaine passée. Hein. C'est ça à peu près? C'est ça. Comment est-ce qu'elle vit ce déferlement de haine qui peut parfois y avoir quand ton nom est cité? Moi, je la mets beaucoup à l'abri et puis elle ne s'intéresse pas spécifiquement. Elle a conscience aussi de la polarisation des débats. Je suis totalement subjective quand je dis que c'est une fille très intelligente et objective à la fois parce que c'est quelqu'un qui est très fière de ce qu'elle est, c'est-à-dire une Française d'origine algérienne. Alors, elle est l'enfant d'une Française, mais ses grands-parents sont algériens. Elle connaît toute son histoire, toute de sa culture. Elle en est très fière et elle arrive super bien à allier les deux, le fait d'être française et de revendiquer le même droit que tous les autres Français. Et puis le soir, être à la maison, tout à sa culture d'origine, sans qu'en fait il y ait de conflit dans son identité. Et ce qu'elle déplore finalement, les rares fois où elle assiste un peu au débat public, c'est que peut-être en face, il y a notamment chez les plus jeunes, je pense, la nouvelle génération, ceux qui sont nés après les années 95, un conflit identitaire dans leur propre esprit. C'est-à-dire, est-ce que je suis français ou est-ce que je suis algérien, marocain, africain de manière générale, etc. Et en fait, ce sont des gens, moi je suis limite à les plaindre, ils n'arrivent pas à allier les deux, ils n'arrivent pas à les marier tous les deux. Et moi, ma fille est assez à l'aise avec ça parce qu'elle estime que l'origine, ça fait part de l'identité. Ce n'est pas une question de morale. Je veux dire, sa maman est dans la police. Enfin, je veux dire, il y a de la police dans tous les pays du monde, même dans les pays du Maghreb et d'Afrique. Et donc, en quoi c'est incompatible avec le fait d'avoir une maman dans la police en France? Après, le débat public, franchement, elle en fait fi. Elle est suffisamment intelligente pour pas s'y intéresser. Tu dis en fait que la nouvelle génération, qui est née après 95, elle a un problème d'identité. C'est vrai qu'elle revendique vachement ses origines et elle ne se sent pas forcément française, cette génération-là. C'est dû à quoi, selon toi? Il y a un ensemble. Il y a évidemment, je pense, le fait que les institutions, la France de manière générale, n'a pas su intégrer, et on en revient encore à la marche des beurs en 83, n'a pas su intégrer au prime abord des personnes qui sont issues de la diversité. Pas de manière systémique, contrairement à ce qu'on entend dire, on entend parler de racisme systémique. Le systémique, c'est quand c'est inscrit dans la loi. L'apartheid, c'est systémique, c'était inscrit dans la loi. L'indigénat, c'est ce qu'ont connu des pays comme l'Algérie, c'était systémique, c'était inscrit dans la loi. Or, la discrimination, c'est pas inscrit dans la loi. Néanmoins, il y a des pratiques qui ont perduré, qui perdurent encore, et qui ont fait naître du ressentiment légitime. À ce ressentiment, il n'y a pas eu en fait un esprit de combativité comme il pouvait y avoir jusque dans les années 80, en mode vous voulez pas de nous, bah nous on va s'imposer, on va aller chercher ce que vous nous refusez et que pourtant la loi et le droit nous octroient aussi autant qu'à vous. Non, plutôt ça a créé, enfin je pense c'est plutôt un renfermement et peut-être même tourner le dos finalement à ces droits-là. Et je trouve ça triste parce qu'au final ça démontre une absence de combativité. Ce dans quoi j'ai toujours refusé de me mettre. Moi je me pose même pas la question de mes origines ou même du fait que je sois une femme. Je suis dans la police, un métier quand même qui compte 75% d'hommes, qui est très connoté ethniquement comme étant un métier réservé aux gens qui sont européens de souche, pour reprendre l'expression utilisée. Mais moi, je ne me pose pas cette question. J'ai envie de faire ce métier, je le fais, je ne me pose pas la question. Et au final, j'ai découvert dans cette institution eh bien, en fait, un levier social bien plus important qu'on ne peut l'imaginer. La police, c'est beaucoup de diversité. Si vous allez dans des commissariats, notamment en banlieue parisienne, vous avez une diversité incroyable. C'est un vrai levier social puisque même des jeunes qui n'ont pas forcément un parcours scolaire qui leur permettrait de s'élever socialement et économiquement, eh bien, par la voie interne, il y a la possibilité de devenir officier, commissaire, haut fonctionnaire dans la police. Et c'est peut-être même le métier qui offre le meilleur levier social pour les jeunes. Après, oui, il faut assumer... le fait de devenir policier, enfin de vouloir devenir policier, c'est vrai que c'est difficile. Pour les jeunes issus enfin les enfants issus de l'immigration, c'est un peu genre la honte, quoi. Si tu veux être flic, tu vois, c'est un peu... C'est ça qui est triste, c'est en fait à quel moment il faut avoir honte de faire un métier, parce que je l'ai vécu, je l'ai fait, qui consiste à attraper des voleurs, des receleurs, des dealers, des violeurs, des pédos. Moi, j'ai géré ce type de profil, j'ai interpellé ce type de profil, parfois on est bon sang, hyper fier. Enfin, je veux dire, c'est quand même un métier hyper moral, tellement il existe dans tous les pays, ce métier. On ne peut pas se revendiquer d'une origine ou d'un pays qui n'est pas européen et en même temps fustiger la police. Enfin, je veux dire, on est tous à même dans la fierté de se dire qu'il y a des pays arabes, des pays africains de manière générale, qui ont aussi une police.
Donc pourquoi est-ce que la France devrait ne pas en avoir une? Et concernant la honte, moi je trouve ça dommage, il n'y a pas à avoir honte. On peut avoir peur d'exposer son métier, pas seulement parce qu'on a des origines étrangères. Même un policier qui est français depuis X générations aujourd'hui, il ne va plus trop parler de son métier à l'école de ses enfants ou dans son quartier, parce qu'il peut y avoir rapidement une animosité. Il y a encore quelques dizaines d'années, le policier, c'était un peu le notable du quartier, de la cité. Je veux dire, il y avait le prof, le maire, le prêtre, après plus tard les imams, etc. Et puis il y avait le policier, c'était un peu aussi un notable de la cité. Quand je dis de la cité, c'est-à-dire de la vie citoyenne. Puis aujourd'hui, c'est vrai que c'est moins le cas. Aujourd'hui, le policier il a plutôt tendance à se cacher. Mais c'est vrai qu'on a aussi des collègues. D'ailleurs, il y a eu un rapport qui a été rédigé il y a environ 2 ans, très intéressant sur les discriminations au sein des institutions. Et on a des policiers qui régulièrement nous disent être traités de traîtres et de vendus par des gars quand même qui sont des dealers. Et je trouve que la pire façon de faire injure à ses origines, c'est quand même plutôt d'être un criminel ou un délinquant, plutôt que d'être du côté de ceux qui les attrapent. Toi, tu as grandi dans une cité HLM de Vaux-en-Velin. Quel souvenir tu gardes de ton enfance là-bas? Oh, c'est les meilleurs moments de ma vie. En fait, on est pauvres, mais on s'en rend pas compte parce qu'on est tous dans la même baraque. Et puis, j'avais des parents d'une force incroyable. Mon père, il était éboueur. Je porte toujours au nu ce métier qui ramasse et qui glane les déchets des autres, comme nous, on glane et on ramasse la délinquance des autres dans les rues. Puis, ma mère était femme au foyer, elle était très impliquée dans le quartier. Beaucoup de bénévolat associatif, comme beaucoup de femmes d'origine algérienne qui sont venues en France. Et puis, c'était la vie populaire du quartier dans les années 80. On se faisait... Franchement, on ne faisait pas attention ni aux origines, ni à la religion du voisin. On vivait, en fait, tout simplement en fonction, certes, d'une culture et de valeurs familiales. Mais pour moi, c'était les meilleures années de ma vie. J'ai perdu mes parents très tôt, j'étais encore adolescente. Je garde même un mouchoir à côté de moi, parce qu'à chaque fois que je me dis qu'on va me poser la question, je risque de pleurer. Donc, je lutte pour pas pleurer. Et moi, à l'adolescence, j'ai dû me battre, en fait, pour m'en sortir. Je suis sortie de Vaux-en-Velin, donc très tôt. Alors j'ai eu la chance d'avoir connu par ma scolarité peut-être aussi une ouverture d'esprit, puisque j'ai étudié l'arabe en LV2 et le russe en LV3, donc forcément ça me sortait un petit peu de Vaux-en-Velin et ça m'obligeait dès le lycée à aller dans Lyon-Centre et donc du coup à côtoyer des niveaux sociaux et des niveaux culturels, enfin des origines culturelles différentes de la mienne. Et c'est peut-être ça a participé aussi à mon ouverture d'esprit. Mais à côté de ça, je sais que je me suis battue en ayant toujours en tête l'origine sociale qui était la mienne. Je viens de Vaud, j'en suis très heureuse, même si quand j'étais petite, la police n'était pas super bien aimée au quartier, parce qu'il y a eu des moments très durs, notamment la mort de Thomas Claudio, il y a eu les émeutes à Vaux-en-Velin, il y a eu Malik Oussekine, alors c'était pas à Vaud, mais en tout cas ça a fait parler sur l'ensemble du territoire français. Mais pourtant, j'ai pas trouvé d'incompatibilité avec la fierté de mes origines. J'en parle très librement dans mon livre. Je parle de Vaux-en-Velin, je parle de la fierté des parents de manière générale à Vaud de voir leurs enfants et particulièrement leurs fils en sortir par l'école, contrairement à des discours qu'on peut entendre récemment qui disent que les Maghrébins ou les musulmans ne voudraient pas que leurs filles réussissent. Bon, alors, franchement, c'est totalement à côté de la plaque. Et à côté de ça, mes origines culturelles. Moi, je faisais mes vacances en été comme beaucoup de personnes d'origine, 2-3 mois au bled tous les ans. Ben, j'en suis très fière. Moi, je suis capable de tenir un discours en français, de me sentir française. Et le soir, de mettre une djebba, donc une tenue traditionnelle, et de faire un plat de chez moi en écoutant du rail. Enfin, je veux dire, je ne trouve pas ça d'incompatibilité. Et je pense que mon origine sociale participe justement à cette possibilité de marier tous les autres, parce que tout simplement, j'en ai pas honte. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Vaux-en-Velin, dans les années 90, c'était la première fois que dans une ville, une émeute entre des jeunes de banlieue et la police éclatait. Oui, il y a des émeutes extrêmement fortes sur fond de mort d'un jeune à un croisement, un scooter avec une voiture de police. Je rappelle encore une fois que la police des années 80, ce n'est pas la police de 2024. Alors, j'en reviens pas encore au contexte de l'époque, j'en parle dans mon livre. Le policier, je crois, à l'époque, a été condamné pour homicide involontaire. Il y a dans le même temps, au Minguette, à Vaux-en-Velin, il y avait aussi des émeutes. Il y avait une vraie fracture sociale entre ces Français qui ne se sentaient pas français, parce qu'il y avait un souci d'intégration, il y avait un problème de discrimination, et les institutions de manière générale. Et j'ai envie de croire au fond de moi, et en tout cas, je me bats pour ça. Je me bats contre ceux qui refusent la diversité et contre ceux qui refusent, alors qu'ils sont issus de la diversité, que finalement on puisse décloisonner les institutions. Et moi, je me battrai toujours de manière à faire comprendre aux gens que c'est pas parce que tu t'exprimes bien en français, quand bien même j'ai pas fait d'études supérieures, parce que vous doutez bien que quand j'ai perdu mes parents, j'ai dû travailler très tôt, donc c'est aussi ce qui explique mon peu d'ascension sociale, mais dans l'absolu, j'ai pas de gêne là-dessus, mais je me battrai toujours pour faire en sorte que des gamins qui ont des origines extra-européennes, qui sont musulmans, aient tout à fait leur place et puissent
tout à fait s'exprimer au sein des institutions sans être ni des vendus ni des traîtres. Bon sang de bonsoir, à quel moment c'est incompatible d'être d'origine et en même temps de faire des métiers ou de participer au débat de la cité ou faire de la politique. Enfin, je veux dire, en fait, encore aujourd'hui, vraiment, vous me posez la question, mais je ne comprends pas où est l'incompatibilité. Est-ce que toi, tu te rappelles justement de tes souvenirs d'enfant quand il y a eu ces émeutes-là? Bah, moi, j'étais pas loin de Mas du Taureau, donc c'est le quartier où ça s'est vraiment embrasé. On entendait les cris, on voyait les voitures brûler. Et à l'époque, pour mes parents, que ce soit pour moi qui suis la seule fille ou mes frères, c'était proscrit de sortir de la maison. Parce qu'il était, alors particulièrement pour les garçons, mais il y avait quand même une poignée de parents qui ne voulaient pas que leurs enfants, et particulièrement les filles, sortent de la maison pour éviter de se joindre aux émeutes. Donc, encore une fois, même au sein même d'un même quartier, vous avez plusieurs formats d'éducation pour la même origine, pour la même culture, pour la même religion. Et ce serait encore une erreur de mettre tout le monde dans le même sac. Dans le quartier, il y avait des familles dont les fratries posaient problème, clairement. Et malheureusement, dont certains ont fait parler d'eux des années après et dont j'ai appris que certains avaient même tué des policiers. Donc des gens qui faisaient mon métier au moment où je l'exerçais, et alors que j'ai grandi avec eux. Et en même temps, il y avait des parents comme les miens qui refusaient que leurs enfants aillent se joindre aux émeutes ou au trafic de stupes ou au vol ou au recel, etc. Et qui ont voulu pour leurs enfants soit l'école, soit inculquer des valeurs avec leur bagage à eux, c'est-à-dire leur bagage culturel et religieux. Mais toi, tu penses que ces enfants qui sont devenus délinquants, qui ont tué des policiers, les parents n'étaient pas derrière eux à leur dire allez sortez, allez faire des émeutes? Il y a de tout en réalité, oui. Il y a des parents. On fait des enquêtes quand même, et ce qu'on trouve aujourd'hui, on le retrouvait déjà il y a 40 ans. Il y a des parents qui ferment les yeux, voire qui encouragent. J'ai le souvenir où on avait une famille, c'était un petit peu, on en riait un petit peu, qui chargeait tous les ans la voiture du fruit des vols des fils, mais c'était une famille. Ils ne sont pas représentatifs de l'ensemble, mais ils existaient. Factuellement, ils existaient. Malheureusement, les fils sont tous mal tournés par la suite. Parce qu'il y avait un terreau familial et éducatif. Mais encore une fois, ils n'étaient pas représentatifs. Et le dire, ce n'est pas jeter l'anathème sur le groupe dont je faisais partie également d'ailleurs, mais en même temps, il faut savoir le dire. Tes parents sont tous les deux nés en Algérie. Dans un article, tu dis « J'ai été témoin de ces têtes d'enfants décapitées ou de ce fusil d'un faux militaire sur la tombe de mon père lors de la décennie noire en Algérie. » C'est vraiment arrivé ? Oui, la décennie noire en Algérie, c'est estimé à 200 000 morts, c'était une catastrophe. Alors nous, notre ville, elle était un petit peu épargnée, je vous dis, dans l'est de l'Algérie, mais pour y aller, quand on descendait du bateau, il fallait traverser notamment, à l'époque, il n'y avait pas encore l'autoroute, on traversait les hauteurs kabyles sur la nationale, et il y avait des barrages militaires, mais il y avait aussi ce qu'on appelait vulgairement là-bas tous les faux barrages, et avec, quand on traverse certains villages, malheureusement, les restes des massacres. Et ça m'a fait rappeler à quel point, là, à 2 heures de la France, à 2 heures de vol de la France, voire moins quand on est aussi dans le sud de la France, comment est-ce que le dévoiement d'une religion totalement pourrie par des idéologies mortifères et politiques peuvent amener à du massacre des populations. Je pense que c'est un sujet qu'il faut aussi être en mesure de s'approprier, parce que quand on ne s'approprie pas un sujet, en l'occurrence la lutte contre le terrorisme, eh bien, ce sont d'autres qui se l'approprient, des gens qui ne connaissent pas le sujet, voire même qui vont l'utiliser politiquement. Est-ce que tu as des frères et sœurs ? Oui, j'ai que des frères, moi je suis la seule fille. T'as combien de frères ? Ouais, j'ai 6 frères, on est une fratrie de 7. Ouais. Et c'est des aînés, c'est toi la plus petite? Oui, moi je suis vers la fin, on va dire, je suis dans queue de comète. Donc il y a une grosse diversité de profils sociaux et économiques dans la famille. Il y a de l'entrepreneuriat, j'en ai un qui vit à l'étranger. Voilà, il y a un peu de tout chez nous. En fait, comme toutes les fratries tout à fait classiques. C'est vrai qu'être flic, c'est pas du tout prévu. C'est pas le profil. Je pense que le fait d'avoir vécu à Lyon, d'avoir quitté la banlieue très jeune et d'être allée à Lyon, ça m'a aussi apporté un regard différent sur l'exercice de la police. Bon, malheureusement, j'ai dû arrêter de faire mes études très tôt à l'issue du bac parce qu'il fallait que je travaille pour vivre, pour me nourrir et pour faire vivre mes petits frères. Mais je voulais continuer à faire un métier d'utilité publique. Et donc c'est à ce moment-là, j'ai été brutalement confrontée à ce métier-là de policier. De la fermeté, de la douceur, de l'autorité et en même temps de l'utilité. Et c'est comme ça que j'ai embrassé ce métier, tout simplement. Mais du coup, tes grands frères, ils se sont quand même occupés des plus petits ou pas dans la famille ? Je pense que c'est peut-être propre à des familles d'origine maghrébine, mais on se repose beaucoup sur les filles. Quel que soit leur âge, je n'ai pas échappé à cette règle. Tu as dû avoir du courage pour surmonter toutes ces épreuves. L'ambiance à la maison, c'était comment ? Est-ce que vous passiez beaucoup de temps en famille ? Vous étiez chacun dans votre chambre? Comment ça se passait?
On est une famille de 7 enfants, les 2 parents, 3 chambres, forcément on passe beaucoup de temps. Moi je dis franchement, mon enfance c'est les meilleures années de ma vie, pas seulement parce que j'avais mes parents, mais parce qu'on était une famille dans un quartier populaire, on allait jouer en bas de l'immeuble et s'écorcher les genoux sans se poser d'autres questions que d'aller à l'école et de s'amuser en famille. En famille, on était souvent ensemble. Alors manger tous ensemble autour d'une table, c'est un peu compliqué quand on est 9, mais en tout cas il y avait du vrai lien. Je parle souvent de mes parents d'ailleurs dans mon parcours parce que même s'il est atypique, en réalité, il est très empreint des valeurs qu'on m'a inculquées. C'est-à-dire, tu changes pas de ton chemin, tu défends ce qui te semble juste, quand bien même en face de toi, tu es convaincu les gens sont convaincus de l'inverse, et surtout, tu dénies jamais ni tes origines, ni les valeurs qu'on t'a inculquées. Et moi, ma mère, elle disait toujours, la pire chose qui pourrait m'arriver, c'est que mes enfants soient des voleurs. Je préfère que mes enfants mendient plutôt que de voler. Et cette phrase-là, je l'ai gardée à l'esprit, et je pense qu'il n'y a aucune honte à mendier, il n'y a aucune honte à être pauvre, mais il y a toutes les hontes du monde à voler, parce que quand bien même il y a toujours des justifications sociales, en effet, il y a toujours des justifications sociales et économiques à la délinquance. Ça, sociologiquement, c'est entendu. Mais j'ai l'intime conviction que l'écrasante majorité des personnes pauvres tentent de s'en sortir par le travail, comme il peut y avoir des personnes très aisées qui, elles, sombrent dans la criminalité et la délinquance. On en parle moins parce que c'est les délits de col blanc, donc ça fait moins de violence sur la voie publique, mais ça fait tout autant de dégâts dans la société. Et je pense qu'en réalité, quand bien même il peut y avoir un facteur social quant à l'accès à la délinquance, il n'en demeure pas moins. Ça peut être très dur de l'entendre, mais pour moi, c'est une excuse bidon, en fait. On peut aussi s'en sortir par le travail. Alors, évidemment, croire qu'on deviendra extrêmement aisé uniquement par le travail quand on arrive de très bas, c'est faux. Il va y avoir toujours des exceptions, des survivants, ce qu'on appelle les survivants. Mais de manière générale, je pense qu'il n'y a vraiment aucun mérite à se vanter d'être un dealer ou un voleur. Je ne romantise pas, moi, ce genre de profil. Souvent, quand on regarde les films qui romantisent les gangsters et tout, moi, je sais les fléaux et le mal que ça engendre derrière. Souvent, on parle des dealers un peu comme des Robins des Bois dans le quartier, mais pas du tout, en fait. Enfin, faut mesurer le fléau et le mal que ça fait dans les familles. Ça détruit des familles. Il y a la responsabilité des consommateurs, évidemment, mais il faut juste se rendre compte ce que c'est que de recueillir un gamin dont la mère a fait une overdose. Et rien que pour ça, j'aurais jamais aucune estime pour un dealer. Et quand j'entends des gens qui sont en train de valoriser ces fonctions ou de manière générale le monde du stup comme étant gangsta, world, je sais pas quoi, non, Bon, pour en revenir à ton enfance, t'étais quel genre de petite fille? Plutôt dans les jupons de maman ou dans les bras de ton papa? Pour moi, mon père, c'était, paix à son âme, c'était le plus bel homme du monde, l'homme le plus musclé. Bon, le cancer l'a emporté en 6 mois, mais... Et puis ma mère, c'était un modèle de vertu incroyable. C'était une femme forte, comme beaucoup de femmes qui ont traversé la Méditerranée pour suivre leur mari et élever leurs enfants. Moi, les deux, je les porte au nu. Faut pas me parler d'eux, je vais chialer. Comment se déroule ton adolescence? T'avais une bande de copines ou t'étais plutôt solitaire? Les copains-copines, au final, c'était comme beaucoup, les camarades du collège et du lycée. Et la particularité de ces camarades du lycée, c'était des profils totalement inattendus. On avait dans le même groupe une fille qui était voilée, qui retirait son voile en rentrant dans le lycée, mais qui était voilée, une copine un peu punk, une autre entre les deux. Enfin, c'était une disparité incroyable. Et d'ailleurs, que je retrouve dans des pays que je ne retrouve pas forcément en France. Et je trouve ça un peu dommage. Je voyage beaucoup dans les pays du Moyen-Orient et particulièrement Jordanie, Liban, etc. Et c'est des particularités que je retrouve qui existaient, je pense, en France dans les années 90 et qu'on ne retrouve plus aujourd'hui tellement tout est polarisé. C'est t'es du côté là ou t'es du côté de l'autre, mais tu ne peux pas être les deux. Tu penses qu'on peut pas tu penses que les jeunes ils traînent pas ensemble? Par exemple, la meuf voilée, elle peut pas traîner avec la punk? Si, absolument. Absolument, je le vois. Je veux dire, j'ai quand même des gens de 20 ans dans mon entourage proche et en fait, ils ne se posent pas ce type de questions. Il y a toutes les confessions, toutes les origines, tous les niveaux de croyances également qui se côtoient. Mais malheureusement, dans le débat public, c'est quelque chose qu'on a invisibilisé. Aujourd'hui, on a une polarisation du débat. C'est-à-dire vous êtes soit d'un côté, soit de l'autre. C'est pas possible d'être autrement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pour être patriote, grosso modo, pour être français, il faut être dans le rejet de l'autre. Et si tu n'es pas dans le rejet de l'autre, tu es un vendu. Enfin, en gros, on a aujourd'hui le débat public, il est pris en otage par 2 pôles. Et dans ces 2 pôles, on interdit aux uns de côtoyer, d'être amis, d'être collègues, comme c'est mon cas, avec des gens qui sont d'origine européenne et qui sont fiers d'être français depuis X générations. Et de l'autre côté, on a des gens qui disent que pour être patriote, pour être français, il faut s'assimiler ou
ou renier tout ce qui fait son identité, ses origines, ses parents, ses grands-parents. Je pense que il s'est pris en otage aujourd'hui comme ça. Alors, quand tu étais étudiante, tu étais plutôt studieuse ou bourreau de travail de dernière minute? Je crois que j'avais des petites facilités quand même cognitives, sans prétention, mais j'étais assez bonne élève parce que je sortais pas de la maison de toute manière autrement que pour aller à l'école, aller au sport, je faisais du taekwondo ou avoir des activités associatives, culturelles. Donc au final, ça tournait toujours quand même autour de la stimulation. Mais je crois malheureusement que j'étais beaucoup dernière minute. J'avais mon CPE qui avait convoqué ma mère au lycée quelques mois avant le bac. Et en fait, à la mort de mon père, donc mon père est décédé paix à son âme en 95, ma mère a porté le voile quand mon père est mort. Au début, c'était le veuvage, et puis après, elle l'a gardé. Et en fait, quand le CPE au lycée a vu ma mère, il lui a parlé d'une chose qui n'avait absolument rien à voir avec la scolarité. Il lui a dit « Vous savez, je crois que votre fille, elle traîne avec des garçons. » En pensant qu'elle allait avoir une réaction hyper cliché, stéréotype. Et elle-même, elle n'en est pas revenue. Elle maîtrisait pas super bien le français, mais elle avait bien compris que quand même la démarche du CPE à ce moment-là n'était pas super, on va dire, bienveillante. Et donc, tout ça pour dire que j'étais assez boute-en-train au lycée. Et malgré tout, j'étais déterminée à réussir par l'école. Et pourquoi il a agi comme ça? En fait, on s'aimait pas trop avec le CPE, donc il s'est dit qu'il espérait une rouste de la part de ma mère à la maison quand elle apprendrait que je parlais avec des garçons. Et je pense que c'est encore une fois, c'est les stéréotypes et la manipulation de l'esprit de certaines personnes qui connaissent pas leur interlocuteur. Mais en troisième, vous savez, j'ai eu une conseillère d'orientation, alors que j'avais été assez bonne en français, qui avait tenté de me dissuader d'aller en général. À Vaux-en-Velin, il n'y avait pas de lycée général à l'époque. Et donc, du coup, franchement, 80% des gamins, ils allaient en CAP, BEP. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas de saut de saute orientation. Mais à l'époque, on me disait, mais vous aimez bien les mots. Enfin, je veux dire, vous avez une bonne maîtrise de la littérature. Je vous verrais bien en CAP secrétariat. Et quand je disais, non, en fait, je vais aller en seconde générale parce que je vais être journaliste. Et il me semble qu'il vaut mieux avoir un bac L, d'autant que j'aimerais continuer mon apprentissage des langues, etc. Je dis, oh non, mais c'est pas fait pour vous, vos parents, ils parlent pas français. Ils ne pourront pas vous aider à la maison. C'est plus tard que j'ai appris ce que racontait Bourdieu sur le capital culturel, mais surtout sur les discriminations de manière générale. Et le fait que oui, on nous oppose parfois, malheureusement, nos origines sociales, je pense, peut-être plus du mépris social qu'autre chose. Mais enfin bref, je ne l'ai pas écouté, j'ai quand même pris mon orientation telle que je le voulais, de la même manière qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, je trace là où j'ai envie d'aller sans tenir compte des autres. Donc toi, tes parents n'ont pas pu faire d'études. Moi, je vois avec mes filles, j'essaye d'être présente, de les aider à faire leurs devoirs, etc., quand elles ont du mal dans leur matière. Toi, du coup, comment tu faisais sans cette aide? Alors j'avais la chance, je pense, d'avoir quelques facilités, mais à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, et j'ai le sentiment quand même que les collectivités locales ont moins de moyens, mais il y avait des associations dans les quartiers, des séances d'aide aux devoirs, où il y avait des grands qui s'en sortaient un peu et qui nous donnaient des coups de main. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Je passais beaucoup de temps à la bibliothèque. Mon meilleur prof, c'était Émile Zola. J'adorais lire ses livres. C'était assez bizarre quand même, mais j'adorais ça. Et je pense que ça m'a permis d'avoir une bonne maîtrise déjà de l'orthographe en français à travers ces bouquins. C'est ce qui m'a permis d'écrire mon livre sans trop me planter. Mais surtout, je pense qu'à l'époque, à Vaux-en-Velin, les mairies, de manière générale, Vaux-en-Velin était représentatif de ce qui se passait ailleurs, avaient les moyens en fait, d'offrir aux gamins des séances, des espaces pour pouvoir travailler. Ça, c'est juste une question de moyens économiques. Et malheureusement, aujourd'hui, ils sont un petit peu en déclin, tout cela. Et toi, tu as pu bénéficier de ces séances organisées? Oui, moi je me souviens, il y avait une association qui était rattachée à mon club de taekwondo qui permettait aux gamins de se retrouver tous ensemble pour faire les devoirs. Et il y avait des grands qui avaient une bonne maîtrise des matières qui nous donnaient un coup de main. Alors c'était du bricolage, mais néanmoins ça existait. Mais il ne faut pas dénier le fait que c'est resté malgré tout insuffisant, parce que quand on regarde statistiquement les orientations des gamins issus des quartiers populaires, je veux dire, je vous laisse regarder à l'ENA ou à Polytech, le nombre de gosses d'ouvriers, c'est extrêmement minime. Alors évidemment, l'égalité parfaite, elle est impossible. Je veux dire, il y aura toujours des facteurs familiaux, éducatifs qui vont influencer les orientations scolaires des élèves. Mais néanmoins, quand on regarde le résultat aujourd'hui, c'est bien que c'est insuffisant.
et que je pense que l'égalité républicaine, elle est encore très très loin dans le Kinder Surprise, quoi. Tout à l'heure, tu disais que tu voulais être journaliste, reporter de guerre, c'est ça? D'où elle est venue cette idée? Parce que c'est quand même peu commun. J'ai toujours eu, je pense, je dirais pas un engagement militant, mais un intérêt pour les questions géopolitiques. Et de manière, les questions sociétales. C'est peut-être ce qui joue dans le fait que je me sois engagée dans le syndicalisme, puisque je m'intéresse en fait à la société au sein de laquelle je me trouve. Et le syndicalisme, c'est avant tout d'abord un sujet sociétal, un sujet de société, un sujet d'amélioration de la condition sociale, notamment de ses pairs PAIRS et de ses collègues. Et en tant que journaliste, j'estimais que c'était un métier d'utilité publique, puisque l'information, c'est aussi la possibilité d'améliorer des situations. Et à l'époque, il y avait évidemment déjà les conflits au Proche-Orient, il y avait les conflits entre la Russie et la Tchétchénie, et je tendais une oreille sur ce qui se passait et j'avais envie de voir sur place. Je pense que j'ai toujours été curieuse, un petit peu casse-cou aussi, comme disait ma mère, et j'ai toujours apprécié en fait la révélation de la vérité. La quête de l'émergence de la vérité, c'est un peu aussi le métier de policier, puisque le métier de policier, c'est pas juger, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Le métier de policier, c'est le travail à l'émergence de la vérité, la procédure à charge et à décharge et surtout la factualité. Rester très factuel, un peu comme devrait être un journaliste. Tu as connu d'autres filles, des amies qui n'ont peut-être pas eu ta force de caractère, parce que par rapport à ce que tu racontais de la conseillère d'orientation qui voulait que tu fasses un CAP secrétariat, et qui ont peut-être suivi cette conseillère d'orientation. T'en as connu ou pas, des filles comme ça? Oui, j'en ai connu. Alors, elles ne sont pas malheureuses pour autant, mais j'ai toujours les anciennes camarades qui vivent à Vaud. Enfin, on garde des contacts très lointains via les réseaux sociaux, mais qui sont toujours à Vaux-en-Velin. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles sont malheureuses. Je veux dire, être pauvre, c'est pas être malheureux. Enfin, je veux dire, c'est une condition sociale, c'est pas une condition du bonheur. Donc oui, il y en a. Il y a malheureusement aussi, et j'avais découvert ça il y a quelques années, une jeune fille avec qui j'étais très camarade à l'école, une jeune fille très adorable, très gentille, très naïve, très douce, qui elle aussi a perdu son papa peu de temps après le mien. Et malheureusement, elle et sa fratrie, ils ont basculé, mais littéralement basculé dans ce qu'il y a de plus mortifère. Les frères se sont retrouvés en Syrie et elle a été condamnée, elle est toujours en prison pour avoir fomenté un attentat terroriste. Et quand je regarde les photos de classe où on est côte à côte, il y a deux destins qui étaient partis qui se ressemblaient pendant l'enfance et au final qui ont été complètement divergents. C'est incroyable et horrible en même temps. Mais après, tu ne penses pas que toi, justement, tu as du caractère, tu vois? Mais voilà, ton amie, par exemple, elle était peut-être fragile psychologiquement et peut-être qu'il aurait fallu un accompagnement psychologique quand il y a eu le décès des parents, du père. Non, mais c'est probable. De toute façon, je veux dire, c'est des parcours de vie. Il y a des ratés. À des moments, il y a des ratés. Encore une fois, tout est toujours dans la nuance. Ce que j'essaie d'expliquer de manière générale dans le débat public, il n'y a pas de nuance. On est responsable, il y a le libre arbitre. On peut d'un côté avoir une souffrance psychologique. Moi, j'ai mes souffrances psychologiques, j'ai mes névroses comme tout le monde. J'essaie de ne pas les laisser paraître, mais j'en ai comme tout le monde. Malgré tout, j'ai toujours refusé de sombrer, en fait, de me dire la vie était compliquée, c'était dur pour moi. Après tout, j'étais adolescente orpheline, j'ai dû me batailler toute seule. Ce serait tellement plus facile de mal tourner, je sais pas moi, de sombrer dans la criminalité pour des raisons acquisitives ou pécuniaires, ou d'aller m'en prendre à des autres, à des pauvres civils sur une terrasse de café. Enfin, c'est trop facile. Il y a un moment, il y a aussi le libre arbitre. Et encore une fois, le facteur sociologique, le facteur de vie, c'est une explication, mais c'est jamais une justification. À la fin, il y a toujours le libre arbitre. Et je pense très sincèrement que sur les questions mortifères comme celle du terrorisme, c'est des fois, parfois même des profils, et d'ailleurs c'était le cas du grand frère de cette camarade d'école, c'est souvent des esprits qui sont très intelligents et qui malheureusement font le choix de mettre cette intelligence au service de quelque chose de mortifère. Donc finalement, toi, tu parviens à obtenir ton diplôme. Est-ce que ça a été compliqué? Non, de toute façon c'était le bac, c'était pas compliqué, donc comme j'ai dit, j'avais des facilités, puis surtout j'aimais ce que je faisais, donc je faisais des langues essentiellement. Je me souviens que je me prenais la tête avec ma prof de philo, on débattait en permanence et je lui disais de toute façon j'aurai mon bac sans votre matière. Bon, ça s'est fait comme ça. Moi, mon objectif, c'était d'obtenir mon bac littéraire avec l'anglais, l'arabe et le russe, et ensuite de m'orienter vers mes études de journaliste. Vraiment, c'était pas compliqué en soi, parce que j'avais des parents, enfin en l'occurrence c'était ma mère à ce moment-là, puisque mon père était décédé à la fin de mon collège, mais j'avais ma mère qui était derrière,
Et en fait, pour elle, il n'y avait pas d'autre choix. Je veux dire, j'ai jamais eu comme modèle parental, dans le discours en tout cas, même si eux n'étaient pas allés à l'école, j'ai jamais eu autre chose dans le discours parental, autre chose que tu vas obtenir ton bac, tu vas faire des études supérieures, et il est hors de question, et d'ailleurs c'est ce que j'inculque à ma fille aujourd'hui, je lui dis exactement la même chose, il est hors de question que la génération suivante ne fasse pas mieux que la précédente. Tes grands-parents, ils ont traversé la Méditerranée, ils se sont battus, ils sont allés contre leur destin, leur prédestiné. Ils ne sont pas allés à l'école, ils sont nés sous l'Algérie française et les indigènes. Il n'y avait pas d'égalité, clairement, c'était le code de l'indigénat qui régissait les populations algériennes, enfin, ce qu'on appelait à l'époque les populations musulmanes. Mes parents ont eu le courage et la force de traverser la Méditerranée. Je pense qu'il n'y a aucun d'entre nous aujourd'hui qui sommes nés en France, qui sommes nés français, qui n'arriveront à la hauteur du sacrifice de ses parents, qui, quand bien même ils ne savaient ni lire ni écrire, je pense, sont bien au-dessus de nous tous. Et rien que pour ça, je dis toujours à ma fille, il est hors de question que je me sois sacrifiée, que j'ai travaillé littéralement comme un chien, pour essayer de t'offrir ce qu'il y a de meilleur, pour te permettre d'avoir du soutien scolaire, etc., pour qu'ensuite tu fasses pas mieux que moi. Je le ressentirais comme un échec, et particulièrement l'échec de mes parents. Donc, alors qu'elle se trouve en Algérie et qu'elle veut faire une fête pour fêter ton diplôme, ta mère perd la vie dans un accident de voiture. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de ce jour-là? Désolée, hein. Mais c'est pour creuser un petit peu ton histoire. Je crois que j'ai un pied dans la tombe depuis ce jour-là. Le seul endroit où j'ai envie d'être à chaque instant, et ça explique certainement le fait que je sois un bourreau de travail, c'est juste d'être entre la tombe de ma mère et la tombe de mon père à prier pour eux. C'est le seul endroit où à chaque moment où je me dis j'aimerais bien être là maintenant. C'est en Algérie, c'est super loin, c'est super compliqué, j'y vais autant que je peux. Mais ouais, bien sûr, on n'oublie pas ce genre de moment. Je veux dire, vous avez votre mère qui part de la maison, qui prend la voiture, elle venait d'obtenir le permis depuis quelques mois seulement, et qui ne revient jamais. Je veux dire, c'est un jour qu'on n'oublie pas. C'est un jour qu'on n'oublie pas. Et comment tu l'as appris, toi, ce... C'est tout simple, on est venu me dire, j'habitais dans un douar, donc c'est un hameau, hein, pour prendre les termes français, c'est un hameau, la campagne. Et j'ai le voisin qui, tout se sait, vous savez, c'est les endroits où tout le monde connaît tout le monde. Une voiture immatriculée en France, tout le monde connaissait Madame Kebab. Et puis on est venu me dire à la fenêtre, j'attendais, ta mère vient d'avoir un accident. Je suis montée dans la voiture des voisins et sur la route, j'entends mes têtes. Ça veut dire elle est morte. Et moi avec elle. Est-ce que tu dirais que ta vie a pris un tournant différent à partir de ce moment-là? Ma vie n'aurait été absolument pas la même. Je pense que je ne serais pas rentrée dans la police. Déjà, je pense, on ne sait pas, mais faire des études supérieures, parce que je n'aurais pas été obligée de travailler pour me nourrir et pour vivre et pour mes petits frères, première chose. Et puis je pense que j'aurais pas été aussi confrontée à cette anecdote où je vois un policier qui sauve une femme, parce que clairement elle était en danger de mort dans le cadre de violences conjugales. Donc oui, évidemment, c'est un effet qui a eu des conséquences sur l'ensemble de ma vie. Évidemment. À l'âge de 19 ans, tu es touché par une maladie qui n'est diagnostiquée et reconnue par aucun médecin. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ouais, je ne vais pas rentrer dans le détail médical, mais je pense que ça a un impact. Je veux dire, la souffrance psychologique après la mort de ma mère a, je pense, fait exacerber une pathologie médicale. Et c'est vrai que quand je débarquais aux urgences pliée de douleur, j'entendais bien que je n'étais pas prise au sérieux, qu'on estimait que mes douleurs étaient exagérées. J'ai appris presque 20 ans plus tard comment ça s'appelait, c'est le syndrome méditerranéen. Et c'est un médecin libanais que j'ai appelé à la maison un jour où j'étais pliée en deux et où j'avais compris qu'à l'hôpital ça ne servait à rien d'y aller, qui en quelques minutes a posé un diagnostic et m'a sauvé la vie, puisque à ce moment-là j'étais enceinte de ma fille et la pathologie cumulée à ma grossesse aurait pu être fatale. Et en fait, en début de grossesse, il a détecté la maladie et 2 jours après, j'étais au bloc opératoire. Ok. Et à ce moment-là, donc, tu subis quand même du racisme de la part de l'hôpital? Oui, à ce moment-là, vous savez, vous allez à l'hôpital, vous faites confiance dans les médecins, on vous dit « oh, c'est bon, c'est des douleurs, c'est psychique, c'est somatique ». Il y a, je pense, déjà un peu de mépris de classe et je pense qu'il y a beaucoup de gens, même des Français,
des franco-français, on va les appeler comme ça, qui le subissent, hein, ce mépris de classe du genre on est médecin, on sait mieux que vous. Mais surtout, je me souviens, j'avais fait... c'est hyper intime comme question. J'avais fait des prises de sang, parce que justement, j'étais très malade et mon médecin généraliste m'avait prescrit des prises de sang. Bon, c'était finalement il était à côté de la plaque aussi. Et quand j'arrive aux urgences, il voit les traces des prises de sang et j'entends le médecin qui dit « Oh, ça doit être une tox ». J'ai jamais fumé une cigarette de ma vie. Et avec du recul, je me dis « Waouh ». Et pourtant, je ne mettrai jamais les gens dans le même sac. Je dirais jamais les médecins sont racistes. Je dirais jamais la médecine est raciste. Je dirais jamais c'est du racisme systémique. Je dirais non. Il y a un truc qu'il faut combattre, mais le monde de la médecine, c'est un beau monde. C'est un monde qui soigne. Ben, c'est exactement le même cheminement que j'ai pour la police. Vous avez toujours des brebis galeuses, des erreurs de casting. Vous avez des choses qui peuvent perdurer si vous ne les traitez pas. Mais j'ai l'intime conviction qu'on n'avancera pas si on amalgame tout le monde. Tu t'inscris suite à la scène dont tu es témoin de violence conjugale. Ouais. Tu t'inscris directement à l'école de police. Et en le faisant, tu crains pas que tes origines posent problème? Je me suis franchement jamais posé la question. Très sincèrement, en réalité, je pense que plus on se pose de questions et plus on se met de barrières. Première chose, ça c'est très important, la police nationale, je parle de l'institution, je parle de mes autorités, de la hiérarchie, ne veulent pas de moi dans le débat public, puisque je pointe les dysfonctionnements de mon administration, je suis syndicaliste. C'est comme dire à un syndicaliste de la CGT, Force ouvrière, c'est n'importe, de telle profession, eh ben c'est ton ministère qui t'a mis en avant. Ben non, en général, le syndicaliste, on ne veut pas l'avoir dans les pattes. Moi, mon institution, elle ne veut pas m'avoir dans les pattes. Moi, je fais l'objet d'enquêtes administratives de la part de mon administration. Souvent, pour rigoler, il y en a qui me disent « Ah bah toi, à l'IGPN, tu dois avoir un placard grand comme ça, où on essaie de te trouver des casseroles pour te faire tomber. » Et des fois, des journalistes me le disent. Hein. Ils me disent même au sein de votre institution, dans votre hiérarchie, votre haute hiérarchie, il y a certaines personnes qui nous ont missionnés pour essayer de vous trouver des casseroles, pour vous faire tomber. Bon, je leur dis, cherchez toujours, vous ne trouverez pas. Mais tout ça pour dire que je ne me suis pas dit, je ne fais pas partie du stéréotype. Je veux dire, le blanc, cisgenre, hétéro, patin couffin, je ne me pose même pas cette question. J'aime mon métier, j'aime le fait de défendre les autres. Je le fais particulièrement en matière syndicale, l'amélioration des conditions de travail, la lutte contre le management toxique, l'amélioration pécuniaire, etc. Réattribuer un rôle aux policiers au sein de la cité, de la vie de société, de la vie citoyenne, et puis lutter contre les violences dont ils sont victimes. Je le fais dans mon mandat syndical. Par un seul instant, je me suis dit hey, « meuf, tu peux pas débattre publiquement ou défendre le métier, tu fais pas partie du stéréotype ». Franchement, ça n'a jamais été un sujet. Et il faut que ça soit le sujet pour personne. Jamais ça ne doit en être un. Encore une fois, ça ne doit en être un, pardon. Mais encore une fois, je suis dans un métier une fonction, pardon, qui tous les 4 ans se soumet à un vote. Et si fondamentalement, on était dans une police raciste telle que je l'entends décrit et dit, je ne serais pas élue. Or, je suis justement élue, je suis au sein de la première organisation syndicale et moi j'ai mes collègues qui me disent « Waouh, on adore quand tu parles vraiment comme un flic ». Parce que je suis dans un métier où vraiment l'uniforme a la particularité, et l'avantage, c'est un peu la même chose chez les militaires et les pompiers, d'effacer tous les individualismes, pardon, sans les renier par contre. Hein. On ne renie pas nos individualismes. Quand on se retrouve à la salle de repos, il y a les individualismes qui ressortent, les particularités, les histoires des uns et des autres. Mais quand on est dans le métier, dans un métier d'uniforme, eh bien à ce moment-là, on est juste flic. Et moi, j'ai des collègues, au prime abord, vous vous diriez, ils n'ont rien à voir avec Linda Kebab, ils ne se ressemblent pas du tout. Pas la même origine sociale, ils n'ont pas la même origine tout court, ils n'ont pas la même confession, ils ne se ressemblent pas, ce sont des hommes. Et pourtant, à ce moment-là, on parle la même langue parce qu'on défend tous les deux un métier qu'on adore, un métier dont on a la certitude qu'il a une utilité dans le pays. Et juste pour ça, moi, ça me suffit en fait. Je pense, c'est bien que vous me posiez la question de savoir si je ne me suis pas interrogée que mes origines, ou le fait que je sois une femme aussi, ou le fait que je sois musulmane aussi, j'en parle pas, mais je suis musulmane, puisse être un frein. Enfin, je ne me suis jamais posé la question. Et vous savez, des fois, sur les réseaux sociaux, je m'amuse le jour de l'Aïd à mettre un petit message. Et moi, j'ai des collègues qui me répondent « bonne Aïd à toi ». Et le jour de Pâques, bonne Pâques à toi, collègue. C'est juste ça. Tu n'as jamais ressenti des réticences par rapport à ta confession? Non, c'est la question à laquelle j'ai répondu plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il y a du racisme partout. Il y a du racisme chez les profs, chez les médecins, chez les vendeurs, chez les flics, partout. Il y en a, il y a toujours des brebis galeuses, il y a toujours des personnes contre lesquelles il faut combattre. Mais moi, personnellement, je ne l'ai jamais vécu. Alors ça se trouve, je l'ai vécu, je ne m'en suis pas rendu compte, parce que comme je trace ma route, je ne fais pas attention aux réflexions.
J'ai plutôt senti de la discrimination contre mon engagement syndical, puisque quand j'ai voulu passer le concours de commissaire, non pas que j'avais la prétention ou je disais que impérativement j'allais le réussir, mais j'avais dit au moment où j'étais en police secours que je voulais passer par la voie d'accès professionnel, donc c'est la voie interne, le concours de commissaire. J'ai un commandant qui me dit non, mais votre engagement syndical, il ne vous permettra jamais de l'obtenir. Vous allez vous faire saquer à l'oral. Bon, il m'a convaincu parce qu'à ce moment-là, il n'aimait pas trop mon engagement syndical. Il me faisait comprendre que il allait faire en sorte que ma note à l'oral soit sabrée. Et il me faisait comprendre à ce moment-là qu'il fallait que je me déleste un petit peu de mon mandat syndical, parce que j'étais déjà syndicaliste dans ma brigade. Donc je travaillais, j'étais en service et en même temps j'étais syndicaliste. Et il me disait, si vous voulez un jour être commissaire, il faut rentrer dans le moule et il faut abandonner votre mandat syndical et arrêter de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Grosso modo, ne voyez plus ce que vous voyez, quoi. Il m'a convaincu. 2 semaines après, j'étais détachée syndicale et je me suis dit, en fait, tu m'as convaincu qu'il y avait un vrai problème, pour le coup, systémique. Systémique en cela que lors de l'épreuve d'oral d'un policier qui veut accéder, notamment par les concours internes au corps supérieur, eh bien, il y avait des coups de fil qui sont passés dans les services pour connaître sa manière de servir. Et que malheureusement, c'est parfois les têtes qui dépassent et elles se font découper. Donc à l'époque, quand tu rentres dans la police, enfin, quand tu veux rentrer dans la police, il y avait beaucoup de femmes ou pas beaucoup de femmes? Est-ce que c'était monnaie courante? Je pense que c'est constant, on est autour d'un quart de femmes, 25% de femmes. C'est un métier qui a été officiellement un métier d'homme jusque dans les années 70. Les premières femmes, c'est autour de 74. Il y a même des affiches, des campagnes de recrutement au début des années 70 qui disaient « la police, un métier d'homme ». Jusque très tard, pareil, années 70, le port de la moustache est obligatoire. Donc c'était un métier jugé très viriliste. Aujourd'hui, il y a à peu près 25% de femmes dans tous les corps. Ils sont très représentés, peut-être même plus chez les commissaires. Même s'il peut y avoir quand même un sujet à l'égard des femmes, puisqu'on constate dans les chiffres que dans l'épreuve écrite du concours de commissaire, donc ce sont les hauts fonctionnaires chez nous, c'est des bacs plus 5, avec beaucoup de profils prépa Sciences Po. S'il y a beaucoup de femmes qui réussissent le concours à l'écrit, elles sont peut-être même supérieures en nombre que les hommes à cette réussite d'admissibilité. Et bien au moment de l'oral, il y a un vrai écrémage et donc il y a un abaissement du nombre de femmes qui réussissent le concours de commissaire, alors qu'elles sont meilleures à l'écrit. Donc je pense qu'il y a un sujet, d'ailleurs, je le sais parce que j'ai rédigé un rapport sur la prise en compte de la diversité dans la population française, dans le recrutement, dans le ministère de l'Intérieur et dans le ministère de la Justice. Et j'ai constaté que ce soit les Français issus de la ruralité, vous savez, cette fameuse France périphérique dont on ne parle jamais et pour laquelle j'ai envie d'avoir une phrase, la fameuse France des Gilets jaunes, qui a un problème d'accès aux grandes écoles et donc des métiers de la haute fonction publique, les DROMCOM également, qui sont de grands oubliés, mais aussi les femmes. Et évidemment, il y a les quartiers populaires, c'est le premier sujet quand on parle de la discrimination. Et donc, en traitant de tous ces sujets, j'ai constaté qu'il y avait encore il y avait un sujet encore avec les femmes, même si elles sont présentes, particulièrement dans le corps de commissaire. Mais les chiffres le disent, elles se font beaucoup écrémer à l'oral. Tu dis que les abus d'autorité de tes formateurs ont nourri ta fibre syndicale. Est-ce que tes formateurs ont été plus durs avec toi qu'avec les autres? Non, ils n'étaient pas plus durs avec moi, mais comme j'étais déjà grande gueule, forcément, un petit peu. Ça clashait ? Ouais, j'étais grande gueule. En fait, à l'époque, il y avait des choses qui n'existent plus aujourd'hui parce qui portent atteinte à la dignité humaine, par exemple. À l'époque, dans les écoles de police, le matin, il y avait donc la levée des couleurs. Bon, ça, c'est très bien. On se réunit tous, garde à vous, devant le drapeau français qui se lève. Mais avant ça, il y avait une corvée générale, c'était de ramasser les mégots dans l'enceinte de l'école de police. Et je trouvais ça hyper dégradant. Déjà, sanitairement, franchement, c'était à revoir, quoi. Puis je trouvais ça dégradant, surtout moi qui fume pas. J'ai un père qui est mort de la cigarette, il est mort d'un cancer du pancréas. Franchement, j'ai la cigarette en horreur, pardon. Donc franchement, me faire ramasser des mégots, je trouvais ça moyen. Heureusement, aujourd'hui, ça n'existe plus parce que justement, on s'est dit que c'était dégradant pour la dignité humaine. Et puis je voyais aussi, parce que ça existait, en fin d'année, on avait une note de gueule. C'est-à-dire une note de bon comportement. Pour faire de gentils gens dont la tête ne dépasse pas du tas. Sauf que moi, je m'opposais parfois à des injustices que je constatais alors que j'étais que élève. Des punitions indues, du favoritisme, etc. Bon, j'ai une note de gueule catastrophique en dessous de la moyenne. Mais du coup, ça m'a fait comprendre, non pas pour moi, je m'en foutais. J'ai eu une note de gueule, j'ai eu pourtant eu un très bon classement parce que j'étais bonne à l'écrit. J'étais quand même un peu sportive. Mais ça m'a fait comprendre qu'il y avait un sujet, quoi, notamment le management toxique, le management tyrannique, les abus de pouvoir. Et puis, de manière générale, moi, ce que j'appelle l'omerta systémique. C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas pointer du doigt des problèmes, sinon vous faites saquer. Résultat, j'en ai fait ma fonction.
pointer du doigt les problèmes. Est-ce qu'à un moment, justement, tu as eu envie d'abandonner? Le métier de policier? Oui. Oh non, je ne vais pas leur donner raison à ceux qui veulent me voir partir, alors jamais. Tu sors de l'école de police et pourtant, c'est un nouveau calvaire qui commence. Tu te retrouves malheureusement à devoir dormir dans ta voiture pendant 3 ans. 3 mois. Je dors pendant 3 mois dans l'école, dans ma voiture, parce que en fait, j'ai toujours mon appartement à Lyon, puisque j'élève seule ma fille. Donc, tous les 4 jours, en fait, dans la police, on travaillait jusqu'à peu 4 jours de travail, 2 jours de repos, ce qu'on appelle le régime de roulement. Et quand je rentrais donc à Lyon, il fallait que j'ai un toit, parce que je n'avais pas de parents. Donc, le seul endroit pour pouvoir être avec ma fille pendant mes week-ends, c'était de garder mon appart à Lyon. Et à côté de ça, on a, dans la fonction publique et particulièrement dans la police, on a à peu près 70 ou 80% des effectifs qui sont envoyés en Ile-de-France. On fait quasiment tous notre début de carrière en Ile-de-France. C'est également mon choix à ce moment-là. Et systémiquement, dans le papier, on nous dit votre employeur, donc le ministère de l'Intérieur, la préfecture de police de Paris, puisque je suis agent de la préfecture de police, vous aide à trouver un logement parce qu'il y a un parc de logements. Sauf que quand j'arrive, il n'y a rien du tout. On finit tant bien que mal à me proposer des logements dans des quartiers où je vais finir par intervenir. C'était les boîtes aux lettres dégradées, urine dans le hall d'immeuble, enfin beaucoup de squats pour trafic de stupes. Donc la préfecture de police avait des logements là-dedans. J'ai dit mais vous êtes sérieux quoi en fait? Vous faites loger des fonctionnaires de police là, exactement là où ils interviennent, avec leur famille. Enfin c'est criminel. Et en fait on me fait comprendre qu'il y a des logements de meilleur standing, mais ils sont réservés aux officiers et aux commissaires de police. Alors qu'on parle de logements sociaux. Hein. Donc, le logement social, logiquement, la priorité, c'est la condition sociale inférieure. Donc, les catégories C, ce que j'étais à l'époque. Et du coup, pendant ce temps-là, je refuse du coup, les 2-3 logements pourris qu'on me propose. Et je suis contrainte de dormir dans ma voiture. Donc, je dors dans ma voiture. Personne n'est au courant. Ils l'ont appris que quand c'est sorti dans le bouquin. On a la chance d'avoir évidemment des vestiaires dans les hôtels de police, puisqu'on a des obligations de sport. Donc, forcément, il y a des douches. Et donc, tous les matins, je vais prendre ma douche. Et quand on m'interroge, je dis « Ah non, mais je suis allée courir. » ou « J'étais dans le dojo à faire un petit peu de pied-point et donc du coup je prends ma douche alors qu'en fait je venais de me réveiller et ma voiture était garée à quelques dizaines de mètres du commissariat. Mais pourquoi tu l'as pas dit? Je raconte jamais mon intimité. C'est pour ça que c'est difficile de répondre à vos questions quand elles touchent à l'intimité. Je tiens ça de ma mère. Ce qui se passe à la maison reste à la maison. Et ouais, donc, c'est une sorte de pudeur. Ouais, je suis très pudique et puis surtout j'estime que ça apporte rien. J'aime aider les autres. Associativement, syndicalement, professionnellement, parce que le métier de policier, c'est un métier qui aide les autres. Je fais des maraudes auprès des sans-abri, etc. Mais je refuse qu'on m'aide. Donc ça ne sert à rien que j'en parle, puisque de toute façon, je n'ai pas besoin qu'on m'aide. Justement, ça me fait penser à ton rapport avec l'institution policière, qui est assez surprenante. Parce que d'un côté, tu la défends, et d'un autre côté, tu la descends. Pourquoi ? Et je ne descends pas mon institution, je descends les individus qui ont le pouvoir donc d'organiser, de concevoir, de diriger mon institution, mais qui ne le font pas à dessein de l'institution, mais pour eux-mêmes. C'est-à-dire des gens qui, au sein de l'institution, ont du pouvoir et qui, malheureusement, font passer leur individualité avant l'intérêt collectif. Et donc, je pense que c'est la meilleure façon de défendre une institution. Je veux dire, le syndicalisme en soi, c'est améliorer les conditions de travail, la qualité de vie professionnelle, les conditions d'exercice, etc. Et on n'a pas vu les cheminots obtenir gain de cause dès le début du XXe siècle, alors qu'ils chargeaient les locomotives de charbon, qu'en ayant des représentants qui ont pointé du doigt, les difficultés des cheminots, mais aussi le fait qu'au-dessus, il y avait des gars dans les bureaux qui ne fournissaient pas d'efforts et qui ne voulaient pas faire d'efforts non plus pour aider ces mêmes cheminots. Donc pour le métier de policier, c'est la même chose. Quand je suis dans un métier où il y a un sursuicide, il y a 36% de sursuicide dans la police par rapport au reste de la population. C'est le deuxième métier après les agriculteurs où il y a le plus de suicides. Alors on peut faire de la typologie sociologique. Certes, les hommes se suicident plus que les femmes. Or, dans un métier masculin, on peut imaginer qu'il va y avoir un sursuicide. Sauf que ce sursuicide, il est très propre à la profession. Quand bien il y a un accès à l'arme, on fait un comparatif avec les tireurs sportifs, par exemple, ou les chasseurs qui ont une arme, il n'y a pas ce sursuicide. Donc c'est vraiment quelque chose de propre à la profession. Et quand on gratte un peu, il y a des difficultés. Je vous ai parlé de l'omerta systémique qui fait que quand vous subissez dans le métier des charges de travail incroyables, de la dévalorisation de votre métier, de l'absence de reconnaissance, etc., et puis des difficultés sociales qui sont instaurées par l'administration, le fait de dormir dans sa voiture, il y a des personnes pour qui c'est insurmontable. Moi, c'était pas insurmontable, mais il y a des gens pour lesquels c'est insurmontable. Des personnes qui, du jour au lendemain, vont avoir des difficultés de famille, qui vont divorcer, etc. Et en même temps, qui va avoir des chefs tyranniques, qui vont être dans la politique du chiffre, etc. Et puis, il y a des gens qui tiennent pas cette difficulté-là. Et moi, mon boulot,
en tant que syndicaliste, c'est pointer du doigt ces failles, c'est pointer ces dysfonctionnements, que ce soit dans la prise en charge sociale des policiers, la prise en charge de leur famille, l'effet de les mettre à l'abri quand ils sont en danger, et également dans la sphère purement professionnelle, faire en sorte qu'ils ne soient pas surchargés de travail, parce que c'est le cas aujourd'hui, vous savez, on parle souvent de la surcharge des policiers. Vous avez des policiers qui travaillent par exemple en brigade des mineurs, qui traitent des viols sur enfants. Ils ont 300, 400, 500 dossiers. Donc ça veut dire autant d'enfants à gérer sur une année de 365 jours. Si vous enlevez les week-ends, c'est impossible de traiter tous les enfants. À la fin, vous avez des collègues qui disent « en fait, j'ai pas eu le temps de traiter le dossier, là, tu vois, le numéro 127, et entre-temps, j'apprends que le gamin, il lui est arrivé quelque chose, et moi, je porte cette responsabilité. Mais j'ai pas eu le temps de traiter le dossier parce que j'en avais 126 avant. » Et ça pèse sur l'esprit de mes collègues. Et donc moi, mon boulot, c'est aussi de défendre mes collègues en descendant le fait qu'on fasse de la politique sur le recrutement des effectifs, sur la charge de travail, sur la surcharge de la paperasse administrative, parce que tout ça, ça a des conséquences. Ça a des conséquences désastreuses. C'est sur la prestation de sécurité qu'on doit à la population. Et si on veut une police qui soit vertueuse, on doit lui offrir tous les moyens pour faire en sorte que notre société vive en paix. Et on doit participer à ça. C'est exactement comme la justice, avec des magistrats qui sont débordés, à qui on dit, vous avez un gars, il est mentionné 20 fois, il a par les services de police et de gendarmerie, qui est violent, qui est vraiment asocial, qui a un danger pour la société. Mais comme le magistrat, on lui dit, ouais, mais tu dois gérer en fonction des capacités hôtelières des établissements pénitentiaires. Donc du coup, les magistrats les libèrent. Et après, derrière, on entend que le gars, il a tué sa femme, ou il a commis un meurtre, ou je ne sais quoi d'autre. Mais en fait, c'est un impact sur la société. Et je trouve ça dommage, en particulier, parce qu'on revient sur ce qu'on disait au début, je trouve ça dommage pour les acteurs, notamment dans les quartiers populaires, de ne pas être justement en renfort de ce discours-là. Parce que les premières victimes de l'insécurité, de la violence, c'est pas le gars dans le 16e qui a une entrée avec digicode en bon état, qui a un gardien d'immeuble, qui vit loin de tout ça. Au pire, lui, il va se faire voler sa Rolex, ce qui est déjà en soi dramatique et traumatisant, évidemment. Il va subir un cambriolage pendant son week-end à Deauville. Mais le premier à subir, c'est quand même le mec qui voit des centaines de gamins se faire buter dans le cadre du trafic de stupes. C'est des gens qui se font arracher le sac en rentrant du marché au quartier, etc. Ce sont les premières victimes de l'insécurité. Et je pense au contraire que les premières personnes qui devraient vouloir des métiers du régalien comme la police et la justice, ce sont ceux qui représentent ceux qui subissent l'insécurité. Tu refuses de dire que la police est raciste, comme beaucoup le prônent aujourd'hui. Pourquoi ? Pour en revenir à tout ce que je disais, c'est qu'il y a une omerta systémique, de toute façon, de manière générale, et c'est ce que j'avais dit d'ailleurs à un procès que j'ai gagné à plusieurs reprises contre un journaliste qui m'avait traité d'arabe de service, où je disais en fait il n'y a pas de racisme systémique, c'est faux. Le racisme systémique, c'est quelque chose qui est inscrit dans la loi, comme l'apartheid. C'est du racisme systémique. Qu'il y ait des comportements racistes, il y en a. C'est juste que ceux de la police, ils sont visibles. Il y a des profs racistes, je vous rassure. Je vous ai raconté une anecdote, mais il y en a. Il y a des médecins racistes. C'est pas pour autant que le métier, on le dévalorise. Jamais il viendra à l'esprit d'un antiraciste de dire le professorat, c'est du racisme systémique. Parce qu'on sait tous que c'est un beau métier. Pareil pour la médecine. Donc si on est en capacité déjà, je pense qu'il y a 2 étapes. La capacité de comprendre que le métier de policier, c'est un beau métier. C'est un métier qui attrape les voleurs pour protéger les gentils, pour vulgariser le truc. On doit être en mesure à ce moment-là de ne pas amalgamer. Il y a des comportements racistes, des comportements déviants, mais évidemment qu'il y a des erreurs de casting. Il y a une organisation humaine, il y a forcément des tares. Il n'y a pas de communauté, qu'elle soit religieuse, professionnelle, une organisation, dans laquelle il n'y a pas de tares. Mais de là à dire qu'il y a un racisme systémique, c'est déplorable. Il y a plus de diversité dans une voiture de la BAC à la Courneuve qu'il y en a dans certaines rédactions bien préservées qui font la morale à la police. Et j'invite les gens à venir patrouiller dans un commissariat, de voir la vie dans un commissariat. Moi, j'ai connu les commissariats, et pourtant, c'était il y a 10 ans. C'est pour dire à quel point ça a encore dû évoluer, où on facilitait aux effectifs musulmans, pendant le ramadan, pour faire en sorte qu'ils n'aient pas de mission à l'heure du coucher du soleil. C'est juste ça, quoi. Alors, ça peut paraître anecdotique. Oui, il y a des comportements déviants. Mais il y a des comportements déviants partout. Et même chez les antiracistes, il y a des comportements déviants. En fait, porter l'uniforme de la police, tu dois être exemplaire. Sinon, fais pas ce boulot-là. C'est vrai qu'il y a du racisme dans tous les métiers, etc., dans toutes les professions. Mais normalement, tu as l'uniforme, tu peux pas être raciste. Moi, je pense qu'il faut être exemplaire dans toutes les professions. Oui, bien sûr. Dans la profession de journaliste aussi, il faut être exemplaire. Enfin, je veux dire, on est quand même dans le métier qui rapporte l'information factuelle et qui participe quand même à unir ou scinder la société et la population. Mais pareil pour les médecins. Enfin, le racisme dans la médecine, c'est dramatique, ça a des conséquences mortelles. Pareil pour l'éducation nationale. Les comportements racistes, c'est quand même des comportements qui vont aller reproduire des schémas sociaux qui sont extrêmement destructeurs sur des générations. Je veux dire, aujourd'hui, et d'ailleurs j'en parle souvent, je dis, mais la police et la justice
ce sont les deux maillons d'une chaîne. C'est-à-dire qu'ils arrivent en bout de chaîne. C'est-à-dire qu'en fait, quand tout a échoué, à la fin, vous avez la police et la justice qui interviennent. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des Français de 2e, 3e, 4e génération qui sont toujours dans des quartiers populaires et qui n'arrivent pas à en sortir? Ce n'est pas le problème de la police, il y a une reproduction sociale qui fait que des gamins qui sont français, qui sont enfants de français, qui sont parfois petits-enfants de français, n'arrivent pas à sortir de leurs conditions sociales. Qu'après, les policiers récoltent finalement le fruit, notamment à la hausse de la violence de ce problème social, ce n'est pas le fait de la police et de la justice, c'est le fait de bien d'autres choses avant. Et je pense qu'avant de parler de ceux qui récoltent finalement les fruits de l'échec de société, déjà parler de ce qui produit, en fait. En fait, on est là à fustiger les conséquences et sans regarder les causes. Et ce que j'aimerais, c'est regarder un petit peu en face les causes. Ensuite, la question de l'exemplarité, évidemment qu'il faut être exemplaire. Moi, j'ai pris énormément sur moi quand je portais l'uniforme. Je n'ai pas été toujours parfaite. Ça m'est déjà arrivé de m'énerver, particulièrement quand on a insulté ma mère. Je peux vous dire qu'il y a des choses, si j'avais été filmée, je le dis très sincèrement, face cam, je me serais retrouvée à l'IGPN, parce qu'à un moment, c'était lui contre moi. Moi, je me suis déjà retrouvée à enlever les écussons bleu, blanc, rouge en disant « Écoute, c'est quoi, c'est pas la policière qui va te parler là, c'est moi qui vais te parler. » Et je règle mon compte avec... Il y aurait eu un smartphone à l'époque, je me serais retrouvée à l'IGPN. Et on m'aurait accusé d'être coupable de violence policière. Mais parce que derrière, vous avez des humains. Donc si on n'est pas aussi en capacité de reprendre le facteur humain, la particularité des individus, leurs histoires personnelles, je ne parle pas de racisme, attention, pour moi le racisme c'est indéfendable. Mais je parle notamment pour des actes. Où vous vous retrouvez avec des policiers qui toute la journée essaient de vider un tonneau de dadaïde, un tonneau sans fond, qui vident l'océan à la petite cuillère, qui sont hyper confrontés à la violence, qui voient leur nom, celui de leur femme et de leurs enfants qui sont tagués sur les murs en mode on va te serrer, on va te brûler, que derrière la justice, elles ne répondent pas, que les gars 2 jours après ils sont dehors à faire des gros doigts en mode de toute façon qu'est-ce que tu vas me faire? À la fin ouais, qu'est-ce que tu vas me faire? Et on se retrouve comme ça. Et ça c'est un problème de société. C'est pas un problème de la police, c'est un problème de tout ce qu'il y a autour, l'avant et l'après. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des policiers qui me disent j'en arrive à faire comme beaucoup de Français, je me demande si je dois pas me faire justice moi-même. C'est un échec. Le jour où on est dans une société où les gens doivent se faire justice eux-mêmes, c'est l'anarchie. Pas dans le bon sens du terme, rien à voir avec Proudhon. Dans le sens où c'est la jungle et la loi du plus fort. C'est dramatique. Est-ce que c'est le problème de la police à ce moment-là? Non, c'est le problème de ce qui s'est passé avant et le problème aussi de la réponse judiciaire. Mais comment tu veux régler ce problème? Je pense qu'il y a aussi la question de l'éducation. Régulièrement, on entend dans l'éducation nationale la difficulté à offrir l'égalité républicaine dans les quartiers populaires, la surcharge des classes, les professeurs absents, des gamins dans le 93 qui n'ont pas de prof de maths ou de français devant eux pendant des semaines et des mois. Mais ça a un impact effroyable sur le reste de la société. Sur le fait de ne pas permettre à des gamins de rêver d'être Polytech ou Alena. Ça a des conséquences incroyables. Alors oui, il y a toujours la reproduction. En général, un artisan, un boucher charcutier, souvent son fils va être boucher charcutier. Je ne parle pas de reproduction parce qu'on reprend l'affaire de papa. Non, je parle de reproduction sociale qui vous maintiennent la tête sous l'eau. Et ça, je pense qu'il y a un vrai sujet politique là-dessus. Et je ne comprends pas comment et je vous le dis sincèrement, les associations antiracistes, comment elles ne refusent de prendre en main ce sujet. Moi, je vais vous le dire sincèrement. Je mets les 2 pieds dans le plat. En 83, quand il y a eu la marche des beurs, les mecs qui ont initié cette marche au départ de Marseille se sont fait voler la marche. Se font voler la marche par des politiciens qui se sont fait le beurre et leur carrière dessus. Je ne vais pas citer le parti politique, j'ai pas besoin. C'était quoi, avec SOS Racisme et tout? Oui, c'est ça. Ils ont vendu des pins, touche pas à mon pote, ils se sont fait de l'argent. Mais les gars qui étaient à l'origine de la marche et qui, eux, subissaient la discrimination et le manque d'égalité, eux, ils ont été mis de côté. C'est-à-dire les vraies voix qu'on aurait dû entendre. Aujourd'hui, d'ailleurs, je parle avec 1 ou 2 d'entre eux, qui sont plutôt jeunes, qui nous parlent de l'amertume qu'ils ont de s'être fait voler leur cause. Et quand vous parlez aujourd'hui avec les associations antiracistes qui aujourd'hui ont un regard hyper polarisant sur la société, très anglo-saxon, parce qu'il faut communautariser les blacks, les rebeux, les noirs, les rebeux, les machins. Je trouve ça tellement dramatique. Je leur dis, mais pourquoi vous ne parlez pas des vrais sujets? Pourquoi vous ne parlez pas du fait qu'il y ait des gamins dans l'école qui n'ont pas la même égalité républicaine, qu'on leur a promis? Vous savez quoi? Moi, je le dis sincèrement. C'est parce que c'est un peu comme certains partis. Si le problème que vous dites combattre n'existe plus, vous n'avez plus de raison d'exister. Si le racisme n'existe plus, les associations antiracistes, les figures militantes antiracistes qui vivent de ça, moi je ne vis pas de mes engagements syndicaux, je suis fonctionnaire de police, mais qui vivent de leurs engagements, si demain il n'y a plus de racisme, de quoi ils vont vivre? Mais le racisme, il existe. Non, mais c'est ce que je vous dis. C'est que peut-être aussi, le problème des antiracistes aujourd'hui, c'est qu'ils ont une mauvaise approche de la lutte antiraciste. Plutôt que de focaliser sur la profession qui n'est que le réceptacle des échecs de la société,
C'est-à-dire qu'en fait, nous, on arrive en bout de chaîne, c'est la violence, c'est la délinquance, c'est la criminalité, etc. Plutôt que de traiter tout l'amont, c'est-à-dire l'égalité républicaine à l'école, permettre à des gamins de s'en sortir, d'intégrer les institutions. Quand j'entends des membres d'associations antiracistes, voire même de journalistes, particulièrement celui qui m'a insulté, dire les rebeux, les renois, ils doivent être ni flics, ni juges, ni faire de la politique. What? T'es antiraciste, toi? Mais en fait, c'est exactement le discours qu'ont des gens à l'extrême droite. Ils veulent pas de noirs et d'arabes, ni dans la police, ni dans la justice, ni dans la politique. Ils veulent les avoir comme livreurs Uber Eats, c'est tout. En quoi tu es antiraciste? Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet sur l'antiracisme en France. Parce qu'on ne vient pas pointer du doigt les vrais problèmes qui créent aujourd'hui des discriminations, des inégalités et qui font que demain, on a des reproductions sociales qui ne permettent pas à des gamins de 3e, 4e génération de Français de sortir des quartiers populaires. C'est bien dit tout ça. C'est vrai. C'est enregistré, hein, je ne vais pas réussir à le dire 2 fois. Donc toi, tu refuses de parler de violences policières. Comment t'expliques toutes ces affaires qui, depuis des années, remontent à la surface, où on a des jeunes qui, suite à des rencontres avec la police, finissent passés à tabac, voire morts? Moi, en fait, l'expression violence policière, en fait, c'est le cop brutality. C'est un héritage anglo-saxon. Et c'est en fait un héritage anglo-saxon des mouvements anarcho-libertaires. C'est-à-dire qu'en gros, il y a le schéma de la violence qu'on appelle légitime, la force légitime. C'est-à-dire que vous avez un État, un pays, monarchie, une république, ce que vous voulez, vous avez un État qui a l'exclusivité de l'usage de la force. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'user de violence. Si vous avez besoin d'un usage de la force, vous devez faire appel à ceux qui ont la délégation de cet usage de la force, c'est les policiers. Or, l'expression cop brutality, donc violence policière, elle vient dénier ce droit-là. C'est en réalité des idées qui sont un petit peu... c'est un peu celle de la Commune de Paris, c'est-à-dire que la délégation à un corps de métier des violences légitimes n'est pas reconnue. C'est-à-dire que chacun devrait pouvoir, entre guillemets, faire sa propre police. Et donc l'expression violence policière, elle vient idéologiquement et politiquement porter ça. Ça ne veut pas dire pour autant dénier le fait qu'il puisse y avoir des comportements de violence illégitimes. C'est ça le sujet. C'est en fait un usage de l'expression violence policière, c'est tout simplement dire qu'à partir du moment où la police fait usage de la violence, son arme, un menottage, maintenir quelqu'un à l'occasion d'une rébellion, eh bien, dans ces moments-là, on a des associations qui parlent de violence policière. Parce qu'en gros, à ce moment-là, ils dénient le droit à un groupe de personnes, en l'occurrence la police et la gendarmerie, le droit d'utiliser de la violence. Moi, personnellement, j'estime que dans un État, c'est mon positionnement idéologique, j'estime que dans un État, oui, donner délégation de l'usage de la force et de la violence à un groupe de personnes, on l'appelle police, gendarmerie, ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Ça existe en France, ça existe dans quasiment tous les pays du monde. Et c'est juste là-dessus, en fait, que je me positionne. C'est pour ça que je dis que l'expression violence policière, elle est très connotée politiquement, mais elle est très utilisée par des gens qui ne maîtrisent pas cette culture politique. Mais par contre, on peut parler de violence illégitime, des comportements qui sont inacceptables. Il y en a, évidemment. Il faut les combattre. C'est pas le sujet. Mais quand on dit violence policière, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez voir une vidéo, ou vous dans la rue, des policiers qui sont en train d'essayer de menotter quelqu'un, ou qui prennent leur arme et qui tirent, vous allez dire violence policière parce que vous estimez à ce moment-là qu'en fait, ils ne devraient pas le faire. Chacun devrait se faire justice. C'est un peu le système en fait, anarchiste où on ne délègue pas l'usage de la force à un groupe de personnes. L'exemple de l'affaire Zecler, tu as entendu son témoignage et tu as vu ces images ou pas? Oui, j'ai vu les images comme tout le monde. Évidemment, comme je l'ai dit au prime abord, et j'en resterai là. D'ailleurs, ça m'a valu des vidéos tronquées de la part de la concurrence syndicale qui aime faire son beurre sur toutes les polémiques du monde. Moi, j'ai dit, quand on regarde les images, quand on est un citoyen lambda et on voit ces images, bien sûr qu'on est choqué. On est en colère. Enfin, sauf que moi, je suis flic et la violence, j'y suis confrontée. C'est-à-dire qu'en gros, on fait un métier dans lequel l'usage de la force et de la violence par nous, c'est quelque chose de récurrent. C'est-à-dire qu'on est confronté à la violence, on répond par la violence. Et c'est ce que j'avais dit à l'époque. J'avais dit, moi, je pense qu'il y a toutes les affaires, particulièrement quand elles portent à polémique, elles méritent une enquête. Et j'ai jamais dénié le fait que ça méritait une enquête, qu'un magistrat se penche dessus, que les collègues soient interrogés. Dès lors qu'il y a une interrogation, en particulier sur l'usage de la force, c'est tout à fait normal qu'il y ait une enquête. C'est ça le principe de l'état de droit, c'est comme ça qu'on fait une acceptabilité de l'usage de la force. Et si, à l'issue de l'enquête, on dit l'usage de la force, il n'était pas légitime, il n'y avait pas de rébellion, le gars, il n'était pas violent, etc., mais normalement, le système judiciaire et administratif, ils doivent se mettre en route. Qu'après, ils soient défaillants à certains moments, je vous rassure, ils sont défaillants pour tout, hein, pas seulement avec les policiers. Hein. Genre des gens qui commettent des violences ou qui ont un comportement asocial dans la société, et au final, il n'y a pas de réponse de la justice, il y en a aussi.
Mais de là à dire, de facto, je regarde une image, je fais abstraction de tout, et je dis, il faut les condamner, voire même, moi j'ai lu et vu des gens qui ont pignon sur rue dans le débat public, qui sont des représentants des militants associatifs, dire, ouais, ces flics, ils doivent aller en tôle. Je dis, oh, laisse faire l'enquête. Et laisse le magistrat décider, en fait. C'est justement en permanence le fait de faire des procès sur la base de vidéos de 3 secondes qu'on se retrouve avec des gens qui donnent leur avis sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. J'ai l'impression d'entendre des gens qui regardent Mbappé sur le terrain de foot, ils n'ont jamais touché un ballon de soccer de leur vie, mais ils savent mieux que le professionnel comment est-ce qu'il faut faire. Si à la fin, les professionnels ont estimé que le comportement était inacceptable, il y aura toujours le temps de les sanctionner. Il y aura toujours le temps. Mais de la même manière où on s'est retrouvé des fois avec des images de policiers qui faisaient usage de l'arme contre des personnes, les vidéos passaient sur les réseaux sociaux, les collègues se faisaient fustiger, insulter, menacer de mort, leur visage était visible, c'était une catastrophe. Et après, avec l'enquête, on découvrait que ces gens-là venaient de sauver la vie d'une femme en tirant sur son conjoint qui venait pour la buter, quoi. Mais en fait, il faut juste connaître l'enquête. C'est juste ça. Avoir le recul nécessaire. Alors, quand on est dans l'émotion, c'est pour ça que j'aime pas... vous m'entendrez jamais pointer du doigt un membre d'une famille dont le frère, le fils, etc. Est mort ou a été blessé dans le cadre d'une action de police, parce qu'on n'est pas dans un débat rationnel à ce moment-là, dans un débat émotionnel. Donc moi, je n'irai jamais débattre avec des gens qui sont dans la souffrance. En revanche, des gens qui font leur beurre dessus, malheureusement, ils existent. Ils se fichent complètement de la réalité, du factuel. Et en fait, ils saisissent juste l'occasion pour faire parler d'eux, pour faire leur business, pour se donner une image hyper hype, parce qu'il faut dire les choses. C'est super hype d'être anti-flic. Franchement, on vend, on est invité dans les festivals, etc. Et dès que vous défendez l'institution et dès que vous dites, attendez, ouf, souffle, nuance, équilibre, enquête. Là, tout de suite, non, t'es pas super hype. Parce que le combat, enfin, ça c'est le combat des Gilets jaunes, les manifestations. Moi, de mon point de vue, pour moi, c'était un petit peu le combat aussi des policiers. C'est-à-dire que le niveau de vie il est de plus en plus bas. Socialement, c'est très difficile. Il n'y a plus de budget dans ce corps de métier, etc. Mais ils ont été opposés. Parce que les policiers, ils ont fait quand même du mal aux Gilets jaunes. Justement, on a parlé de violence policière à ce moment-là. Bien sûr, mais d'ailleurs, j'en ai parlé très ouvertement dans mon livre. Ça m'a valu des menaces d'enquête. C'est pour ça, à raison de plus, c'est une erreur ou mal intentionnée de dire que je suis porte-parole de la police. Je ne le suis pas, puisque j'ai moi-même fustigé les décisions du préfet de police de l'époque, jusqu'au préfet l'allemand, sur l'utilisation des forces de police en face des Gilets jaunes. Moi, mon syndicat, quand il y a eu l'acte 1 des Gilets jaunes, on a appelé à une journée 0 PV. C'est-à-dire qu'en fait, ce jour-là, on verbalisait personne. On avait demandé à nos collègues de verbaliser personne. Les collègues nous disaient sur les ronds-points, alors c'était plus en zone gendarmerie, mais il y en avait aussi en zone police, où il y avait des échanges très cordiaux avec les Gilets jaunes. Bien sûr. Et quand à l'époque, le ministre de l'Intérieur, c'est Castaner, demande à déloger les Gilets jaunes sur les ronds-points, moi je le sais que c'est une erreur politique. C'est une erreur politique parce qu'en les délogeant des ronds-points, alors certes, il aurait fallu réorganiser, couper la circulation parce qu'on aurait évité des drames. Vous savez, il y a eu des accidents sur les Gilets jaunes parce que les Gilets jaunes bloquaient les ronds-points, ça créait des bouchons, les gens ne savaient pas, il n'y avait pas d'organisation de la circulation. Les forces de l'ordre étaient prises en fait de court. Donc il aurait fallu cadrer tout ça, mais il fallait peut-être pas les déloger parce qu'en les délogeant des ronds-points, qu'est-ce qu'on a fait? On les a envoyés vers les grandes villes. Et c'est là où on s'est retrouvé avec des Gilets jaunes à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, à Paris, pardon, pas à Marseille, à Paris en particulier, qui, lors des actes 3, 4, etc., ont été très violents. Et moi, à ce moment-là, je disais, mais je l'écris dans mon livre, je dis, mais le policier, c'est un gilet jaune comme les autres. Il y a des policiers qui avaient leurs parents sur les ronds-points. Il y a des policiers qui avaient des membres de leur famille dans les manifs qui portaient un gilet jaune. Je veux dire, c'est des choses qui intéressaient tout le monde, quelle que soit son origine tout court d'ailleurs. Tout Français, toute personne sur le territoire, même français ou étranger, était totalement impacté, touché et concerné par les revendications des Gilets jaunes. Mais en effet, plutôt que de faire une réponse sociale, plutôt que d'avoir un débat avec les corps intermédiaires que sont notamment les organisations syndicales et les associations, on a eu une parole au plus haut qui a été en mode « qui viennent me chercher ». Non, en fait. Parce que quand ils viennent te chercher, regarde, c'est nous qui sommes là, avec notre corps, à devoir faire le rempart entre l'Élysée et les Gilets jaunes. C'est pas toi qui prends des pavés et des bombes artisanales. On n'a pas eu beaucoup de témoignages pour recueillir les ressentis des policiers à ce moment-là, des Gilets jaunes. Les policiers, traditionnellement, ils sont très pudiques. Il y a un devoir de réserve dans notre métier. Le devoir de réserve, c'est le fait de ne pas parler au point de porter préjudice à l'institution, à son honneur, à sa probité, à son image. Sauf qu'on a une hiérarchie dans la police qui galvaude le devoir de réserve et qui interdit aux policiers de témoigner même de leur propre expérience personnelle. J'ai été blessé, j'ai ressenti ça, etc. Des choses très simples, qui sont ni politiques, ni
ni disruptives, ni qui remettent en question l'institution. On a des hiérarchies aujourd'hui qui empêchent les collègues de s'exprimer. Et c'est arrivé que des fois, je demande à des collègues s'ils veulent témoigner devant une caméra de journaliste, que les textes leur permettent, parce que le devoir de réserve ne leur interdit pas de faire des témoignages personnels, d'émotions. Et derrière, une hiérarchie qui dit en fait, je ne peux pas te l'entendre empêcher, c'est vrai, mais si tu le fais, je vais te saquer. Et donc les collègues ne témoignent pas. Et pourquoi? Mais parce qu'en fait, on a dans l'institution des gens qui ne veulent pas voir les policiers s'exprimer, parce qu'un policier qui s'exprime, c'est un deuxième, un troisième, un quatrième, puis un millième, et donc l'impossibilité ensuite de maîtriser l'ensemble. Et d'ailleurs, on voit des profils comme Abdoulaye Kanté, je peux vous dire, il se fait saquer à mort. Et alors, ce qu'il dit, c'est plutôt productif. Je veux dire, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais il est sur une démarche plutôt positive, constructive, de débat, de dialogue. Il est dans l'associatif. Je peux vous dire que c'est pas toujours facile pour lui. En plus, ils l'appellent tous le nègre de maison. Ah oui, c'est pas facile à l'extérieur, c'est pas facile à l'intérieur. Parce que c'est l'arabe de service, le nègre de maison, donc il y a tout le temps une connotation raciste à la finale. C'est dramatique parce que, au contraire, on devrait vouloir ce genre de profil plus dans l'institution. Et encore, comme je vous l'ai dit, je regarde les débats, ça me fait mal au cœur, mais j'entends des gens qui disent, par exemple, un truc très banal qui revient souvent. Les filles voilées subissent. C'est le père, le frère, le mari qui impose le voile. Quand les filles disent « mais non, en fait, je l'ai porté de mon propre chef, c'est conforme à mes convictions, et la loi le permet, en fait. Moi, je suis légaliste. La loi le permet, point. » En fait, vous avez des gens en face qui veulent pas entendre ces femmes et qui disent « non, on te l'a imposé, l'islamisme, machin... » Ok, d'accord. Mais viens vivre avec moi quelques jours, tu verras. Je suis une femme épanouie, libre, je fais des études, je travaille, etc. Et la loi me le permet, bon sang de bonsoir. Et en fait, vous avez les autres. Ouais, la police, c'est raciste, les Noirs et les Arabes, dans la police, sont tous discriminés, ils subissent, si c'est pas des nègres de maison, c'est des Arabes de service. Viens tourner avec nous, viens dans un commissariat, viens voir la vie de la police. Non, ça m'intéresse pas, je préfère rester dans mes préjugés, mes préconçus. Mais au final, tu fais partie du problème. C'est-à-dire que les gens, nous, on est au milieu, on assiste à des débats qui sont juste dégueulasses, qui jettent l'anathème sur un groupe de personnes, et quand on jette l'anathème, on participe à la hausse des violences, à la lutte contre les amalgames, les discriminations, etc. En fait, tu fais partie du problème. Et si tu fais partie du problème, je te combats. Naël, quand tu as vu la vidéo, la première fois, qu'est-ce que tu t'es dit? Quand je vois la vidéo la première fois, on n'entend pas trop ce qui se dit, parce que s'il a fallu, je crois, l'enquête IGPN, il y a un tir de police. Il y a un tir de police, il y a forcément une enquête. En plus, c'est un tir qui est mortel. Moi, je me mets à la place de la maman, à ce moment-là, c'est son seul fils. Émotionnellement, humainement, la personne à laquelle on pense, c'est la maman. Franchement, c'est la maman. On se dit, puis on sent, elle a perdu son fils. Je ne parle pas de lui en particulier, mais de manière générale, tu peux avoir le pire des fils, un grand criminel, quand tu le perds, ta souffrance, c'est la même que s'il était un bon samaritain. Donc évidemment, on pense à la maman. Et à ce moment-là, la première chose qui m'arrive, parce que tu te doutes bien qu'à ce moment-là, mon téléphone, il sonne. On dit souvent que les préfets de police sont les hommes les plus informés de France. C'est faux. C'est les syndicats de police, puisqu'on a des remontées de terrain en permanence. J'ai dû mettre mon téléphone en mode avion, parce que sinon je serais débordée. On a les remontées, et notamment le profil du collègue. Et le profil du collègue, c'est un profil qui est impeccable. Non pas parce qu'il a de bons états de service, mais c'est quelqu'un qui est vraiment quelqu'un dans l'équilibre, dans la nuance, qui a un bon relationnel avec les gens, qui est même membre d'une association de dialogue entre les jeunes dans les quartiers populaires et la police, qui va dans les quartiers sur son temps libre, gratuitement, pour faire des ateliers de sport avec des jeunes dans les quartiers. Donc on est absolument loin du profil qui est dépeint. Mais à ce moment-là, c'est pas entendable dans le débat public. Si on a un jeune qui vient de mourir, va dire ah oui, non, tu sais que parce qu'on tout de suite, oui, c'est un facho, c'est un machin. Il a vu un arabe, il l'a buté. Et en fait, moi, ce que j'ai factuellement, c'est autre chose. Et accessoirement, j'ai aussi tout le contexte, parce qu'une enquête, c'est aussi un contexte. C'est la course-poursuite, c'est la voiture, c'est le refus d'obtempérer, c'est la mise en danger. Et après, je me dis mais à quoi il pense le collègue au moment où il tire? Si j'ai un profil qui visiblement est sain. Si j'ai un contexte de refus d'obtempérer, quand même, c'est un refus d'obtempérer avec une mise en danger. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, on a un agent qui a pris son arme, non pas pour aller braquer une banque ou pour maintenir un point de deal. À ce moment-là, quand on est flic et qu'on prend une arme, on la prend dans l'intérêt d'une légitime défense, dans le but d'une légitime défense, la sienne ou celle d'autrui. Donc le collègue, il prend son arme le matin, il prend son service, il se dit son arme, il ne doit la sortir que pour sauver la vie d'autrui ou la sienne. Et qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, il l'utilise? Ah ouais, ça mérite une enquête, bien sûr que ça mérite une enquête. Et là où moi, ça m'a choqué, c'est qu'encore une fois, on a des personnes qui ont mis le feu dès le lundi après-midi, notamment par des mensonges. Moi, j'ai pointé du doigt le fait que l'avocat avait dit
tranquillou sur une chaîne d'infos en continu. Ils ont fait un faux en écriture. C'est-à-dire qu'ils seraient rentrés au poste, ils ont fait un PV en racontant n'importe quoi, etc. Sauf que c'est faux. Ils sont même pas rentrés au poste. Ils n'ont rien rédigé, les policiers. C'est-à-dire qu'au moment où il y a eu le tir, c'est grosso modo ce qui se passe à chaque fois, il y a un tir, bon, la situation elle est figée, vous avez des effectifs qui arrivent en renfort, la situation est figée parce qu'on doit préserver les traces et indices pour les enquêtes. Il y a les GPN et le procureur qui viennent parce qu'il y a mort d'homme, et le policier il bouge plus. On lui retire son arme, c'est dans la procédure, et ensuite, ça arrive souvent, on les emmène à l'hôpital parce qu'ils sont souvent choqués. Et une fois que c'est redescendu, hop, à l'IGPN pour audition. C'est exactement ce qui s'est passé le concernant. Sauf que ça fait pas 2 heures que c'est passé, vous avez l'avocat qui dit oui, la police a fait un faux en écriture, ils se couvrent les uns les autres, que le collègue était encore à l'hôpital à ce moment-là. Donc ça, c'est faux. Mais bien sûr que c'est faux, il n'y a jamais eu de faux. L'avocat du policier l'a dit d'ailleurs. Il n'y a jamais eu de faux. Et donc du coup, à ce moment-là, ça met le feu. Et on se retrouve avec des émeutes le soir même ou le lendemain. Avec des gens qui disent, on a des émeutes, pas seulement parce qu'il y a un homme qui est mort, un jeune homme qui est mort. Et d'ailleurs, dans la plupart des interpellés, il faut savoir que 80% des interpellés ne connaissaient même pas le prénom de Naël. Quand vous les interrogiez, c'était Johan, Caïs, enfin des prénoms hyper fantaisistes. C'est des gars souvent qui étaient des gens qui étaient très opportunistes, qui voyaient que ça brûlait, donc ils allaient brûler avec eux. Mais en fait, ils n'étaient pas du tout dans le sujet. Et sinon, vous aviez des gens qui disaient oui, en fait, on a fait des émeutes parce qu'on a appris que la police était couverte en faisant un faux en écriture. Et donc, du coup, c'est pour lutter contre ce système. Oui, c'est la version officielle que les médias ont donnée. Pas officielle. La version d'un avocat que les médias, qui font du business, moi je les appelle les business médias, j'y suis souvent dans les médias, donc je sais comment ils marchent. Le business média, c'est vas-y, le sujet qui fait de la polémique, qui fait du buzz, comme ça je te fais mon petit encart d'1 minute 30 sur Twitter, là que ça va bien chauffer, je vais avoir mes likes, je le prends. La vérité, on s'en fout. La vérité, on s'en fout. Ce qui intéresse, c'est le buzz. Et à ce moment-là, ils font du buzz. Et là, ils font du buzz. Sauf que ce buzz, il nous vaut des jours et des jours d'émeutes, avec des personnes derrière gravement blessées, des magasins pillés. Et ça, c'est dramatique. C'est ça. Et toi, tu t'attendais à une telle vague de violence ou pas ? De toute façon, les émeutes, c'est jamais prévisible à l'instant T. Je veux dire, on est toujours sur une braise latente. Et il suffit d'un événement pour que ça crame. Il y a un ensemble d'éléments. C'était la fin de l'année, c'est l'été, ça joue. L'effet que ce soit l'été, c'est plus facile à 2h du matin de cramer qu'en hiver quand il fait -5. Ça joue. Il y a le fait qu'à ce moment-là, il y a plein de gamins qui ne sont pas à l'école parce qu'il y a des examens notamment le bac, etc. Donc les gamins n'ont pas cours. Il y a plein d'éléments qui ont joué dans le fait qu'ils étaient suffisamment disponibles à ce moment-là pour s'adonner aux émeutes. Alors ça ne justifie pas pour autant le fait de les avoir commises. Néanmoins, au moment où ça arrive, on ne peut pas le prévoir. Il peut y avoir demain une action de police discutable qui ne va rien donner et 6 mois après, une autre moins discutable qui va donner. C'est des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Et parce que ce sont des choses qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas anticiper, parce que ce n'est pas une question de maîtrise, c'est une question d'anticipation. Je pense que le mieux, c'est de faire en sorte que dans notre société, on puisse retrouver dans une situation telle que des gamins aient à nouveau confiance dans les institutions. Le besoin de transparence, le besoin d'explication. Je le dis souvent, je l'ai écrit, l'institution de la police ne sait pas communiquer. Elle ne sait pas parler aux jeunes. Elle ne parle pas leur langage, elle n'utilise pas les plateformes comme il faudrait. Je l'ai dit, je vous avoue que je n'ai pas fait plaisir en le disant, mais quand je dis à l'institution police nationale sur TikTok où il y a des millions d'abonnés, ouais, c'est bien vos petites images, vous allez casser une porte sur une musique de rap, c'est génial, ça fait des vues. Mais à ce moment-là, faites plutôt un face-cam pour expliquer le métier de policier, pourquoi ça s'est passé, alors toujours en respectant le secret de l'enquête évidemment, mais pourquoi ça s'est passé, pourquoi on fait comme ça, expliquer, en fait, faire de la pédagogie. Il n'y a pas de pédagogie, vous savez pourquoi ? Parce que dans mon institution, ceux qui sont en responsabilité, ils sont comme ça. Parce que parler, ouvrir et faire de la transparence, c'est mettre en péril leur propre carrière. Il y avait, je crois que c'était sous Napoléon Fouché qui disait que la force de la police, c'est de ne pas montrer ses faiblesses. Et je pense que d'être un petit peu transparent et d'être pédagogue, c'est pas montrer de la faiblesse. Au contraire, c'est d'avoir suffisamment confiance en soi et dans son institution pour avoir le courage, comme ça, face cam, d'en parler. Et je pense que juste, dans la police, il y a des gens qui sont placés, qui se fichent complètement de l'institution, qui sont juste des carriéristes, des gens qui ont fait des écoles préparatoires, de grandes écoles, qui veulent réussir, avoir des étoiles là, ici et ici, avoir une bonne rémunération, peut-être un jour finir préfet, qui se fichent de l'institution. Et parce qu'ils se fichent de l'institution, eh bien, en fait, ils ne permettent pas à cette même institution de s'exprimer auprès de ceux qui ont le plus besoin d'entendre l'institution policière. Mais suite à ces émeutes pour la mort de Naël, il y a eu quand même beaucoup de violences policières, enfin de bavures, alors on va dire. Je ne sais pas si justement j'étais beaucoup sur Twitter à cette période-là, mais il y avait des gamins qui se promenaient, qui marchaient dans la rue ou qui n'étaient pas du tout dans les émeutes,
ou même des livreurs, etc., qui ont témoigné. Donc, il y en a qui se sont mangés des flashballs, qui ont eu des crânes défoncés, etc. Comment vous expliquez ça? Moi, je l'explique simplement, c'est qu'à un moment, quand vous tenez plus, et on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'équilibre dans une société, la relation entre les institutions et la population, et la relation entre les policiers et le reste de la population, et leur manière de pouvoir faire confiance eux-mêmes dans leurs propres institutions. Je pense qu'à un moment, quand vous êtes en situation d'émeute, c'est une situation de guerre. En fait, en gros, à ce moment-là, il n'y a plus de règles. C'est-à-dire que vous avez des policiers qui ont été gravement blessés, il y a des policiers qui ont été gravement blessés, qui n'ont pas eu la réponse des institutions à la hauteur. Ça crée du ressentiment parfois. Et moi, je le dis très sincèrement, moi, je déplore le jour où on va en arriver au fait que des policiers vont se dire bah, la justice ne m'écoute pas, ne me donne pas justice. C'est-à-dire que je suis blessé. On est tous témoins de ça en tant que policier, ça crée du ressentiment. On a tous été témoins où on a subi le fait d'avoir été lourdement victime d'un acte grave. Moi, j'ai subi de la menace de mort, de viol sur ma fille, à des violences où je me suis pris des coups dans le ventre. Et jamais la justice, elle a été à la hauteur. Vous croyez que vous créez quoi à la fin? Vous créez pas des gens qui ont envie de se faire justice et à la fin qui se disent bah, de toute façon, c'est le bordel partout, personne s'en fout de tout. Bah allez, vas-y. Voilà. C'est ça le drame aujourd'hui de notre société, c'est qu'on en arrive là avec des confrontations non pas police versus population, mais des individus entre eux. Certains peuvent porter l'uniforme, d'autres pas. Mais en tout cas, moi ce que j'ai comme remontée, c'est que des collègues qui me disent c'était la guerre. C'était la guerre, les geôles étaient pleines, on était débordés, on se faisait caillasser, on prenait des tirs de mortier, il y a des collègues qui ont brûlé, des collègues qui parfois venaient même pour avoir du dialogue, qui s'en prenaient plein la gueule. Non mais allez, vas-y. Voilà. C'est dramatique. C'est dramatique. Tu penses que c'est causé par une mauvaise gestion de la politique? Comme je l'ai dit plusieurs fois, il y a les raisons de la colère. Et ces raisons-là, ou ces raisins, il faut essayer de voir la grappe dès le début. Enfin, quand vous avez, dès l'arrivée de l'individu dans sa naissance, qui arrive à l'hôpital, je vulgarise, mais la mère, elle est victime d'un syndrome méditerranéen. L'école, elle lui apporte pas la promesse républicaine de l'égalité. Les profs, ils sont pas là où ils s'en foutent, où ils sont même dépassés, où ils sont mal formés, parce qu'aujourd'hui, on a aussi un problème de formation dans l'éducation nationale. Vous avez des services publics qui sont défaillants. On ferme tous les bureaux de services publics locaux. Et qu'à la fin du bout, vous avez certains qui vont sombrer dans la criminalité et la délinquance et qui vont pourrir la vie d'un quartier. Tout à la fin, moi je pense sincèrement que vous allez avoir une partie de la population qui va avoir beaucoup de ressentiment à l'égard des institutions. Et forcément, il y a une responsabilité politique. Quand vous coupez les budgets, là, on a un ministre de l'économie qui vient d'annoncer 10 milliards d'économies à partir de l'année prochaine sur l'ensemble des ministères, dont l'éducation nationale, dont l'intérieur, dont la justice. Vous croyez que vous allez donner quoi derrière? Et elles sont les associations de lutte contre les discriminations sur ces sujets? Ben non, parce que c'est pas hyper... Là, je vais endormir tout le monde à parler de ça. Budget, économie, orientation politique. C'est barbant comme sujet, c'est pas sexy, c'est pas hype. Vous faites pas un TikTok dessus. Sauf que c'est un vrai sujet de fond. Et oui, évidemment qu'il y a une responsabilité politique. La responsabilité, elle est d'abord politique, elle est même quasi exclusivement politique. Puisque les administrations, elles sont que l'application administrative d'une décision politique. Si la décision politique, elle est tordue, l'application, elle le sera aussi. On en revient à l'affaire Nahel. La cagnotte en faveur du policier, tu étais pour ou contre? Moi, je ne suis pas pour les cagnottes déjà qui ont des visées politiques. J'ai refusé de la commenter à l'époque, je refuserai de la commenter aujourd'hui. Il y a l'amicale des policiers, l'amicale des motocyclistes des Hauts-de-Seine, du 92, puisque c'est de là dont est originaire le policier en question, qui avait monté une cagnotte dans le seul et unique but de déloger mère et enfants, femmes et enfants, du policier de leur maison parce qu'ils étaient détronchés et en danger. Et là, clairement, ils étaient en danger, ça, c'est pas acceptable. On ne peut pas accepter qu'une femme et un enfant de 10 ans soient en danger. Qui n'ont rien demandé, bien sûr. Qui n'ont rien demandé. Et donc, à ce moment-là, ils ont fait une cagnotte donc beaucoup plus modeste. On a récolté quelques milliers d'euros qui avait vocation à les sortir de la maison. Certainement, la maison a-t-elle perdu de la valeur, il fallait la revendre, les loger ailleurs, etc. Et j'ai refusé de faire le commentaire ou même la publicité d'une cagnotte qui a été faite par un homme politique. Je veux dire... Je pense que l'homme politique, son rôle, c'est pas de créer des cagnottes, c'est de faire des propositions politiques. Et si ces propositions politiques, elles sont assez viables, entendables, logiques, équilibrées, bienveillantes, t'as pas besoin de faire une cagnotte, c'est pas ton rôle en fait. Mais après, tu peux comprendre, toi, qu'il y ait des personnes révoltées par rapport à cette cagnotte.
Je pense pas qu'il faille être révolté. Sincèrement, je pense pas qu'il faille être révolté par l'existence d'une cagnotte de part et d'autre, parce que vous savez, il y a d'autres personnes qui étaient révoltées pour la cagnotte à l'attention de la maman de Nahel. Mais moi, je trouvais ça tout à fait entendable qu'elle ait aussi une cagnotte. Enfin, je veux dire, qu'elle soit aidée, ça n'enlèvera jamais sa peine, clairement. Mais si ça lui permet de s'en sortir, si ça lui permet, je sais pas, moi, de payer des choses qui lui permettraient d'aller mieux, parce que ça, ou les frais de justice, même si je pense que dans sa situation, elle va avoir les frais de justice qui vont être pris en charge, etc. Moi, en soi, la création de cagnottes, ça ne me choque pas. Le problème, c'est ce qu'on en fait. C'est qu'en réalité, ces cagnottes, c'est devenu des sujets politiques. Disons les choses. Ces 2 cagnottes, c'est devenu un débat politique. C'était plus des cagnottes, c'était quel est ton parti, voire même quel est ton parti politique. Pas celle de la victime. Mais de facto, c'est ce que ça devient. C'est-à-dire que je suis anti-flic, donc je donne à ça, à l'un. Non, mais c'est ce que c'était dans le débat public. Moi, je suis pas anti-flic. Mais tout le monde n'était pas anti-Nahel ou d'extrême droite, Ouais, mais c'est ça, parce que c'est un polémiste d'extrême droite qui fait la cagnotte. Moi, ça me choque pas en fait qu'il y ait une cagnotte créée pour Nahel. Moi, ça me choque pas non plus. Mais par contre, ça me choque que Jean Messia il crée une cagnotte pour et qui gagne, que la cagnotte elle monte jusqu'à 1 million d'euros, alors que le policier a tué. Après, moi, je peux comprendre. Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'elle arrive à 1 million d'euros. Parce que c'est encore une fois l'erreur de ceux qui en ont fait la pub malgré eux. C'est l'effet Streisand. Il y a un truc qui te choque, n'en parle pas. T'en parles, t'en as fait la pub. On dirait des mecs d'extrême droite qui font de la pub quand ils parlent de la construction d'une mosquée. Gars, t'en fais la pub en fait. Ouais, mais qui en fait la pub? Des gens qui se disaient être contre la cagnotte du policier. Si. En fait, il y a Jean Messia qui l'a tweeté, qui l'a lancé. Après, ça a été relayé, je pense, par les repris dans les médias et mort. Voilà, par les C8 et compagnie. Non, mais c'est repris dans les médias. Pourquoi? Moi, BFM TV, ils m'ont interrogé dessus. Je leur dis, mais me demandez pas ce que je pense de cette cagnotte. Je suis pas dessus, en fait. Je suis pas dedans. C'est des cagnottes qui sont montées par des hommes politiques à dessein, ça m'intéresse pas. Et j'ai reparlé encore de la cagnotte de l'amicale des motocyclistes du 92. Mais pourquoi est-ce qu'on en parle sur une chaîne d'info en continu? Laissez-la vivre, cette cagnotte. Si à la rigueur, ça permet après à femmes et enfants d'être à l'abri, tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Si ça leur permet derrière de compenser le manque à gagner parce que leur maison elle a perdu de la valeur là où ils vivaient, tant mieux pour eux. En réalité, le seul sujet, c'est quel était le but recherché derrière cette cagnotte. Si tu fais une cagnotte uniquement dans le but d'aider des gens dont tu estimes qu'elles sont lésées parce qu'elles subissent les conséquences d'un acte judiciaire, notamment le placement en détention provisoire d'un époux et d'un père, que du coup, il y a un manque à gagner financier, etc. Moi, ça ne me choque pas. Comme ça ne me choque pas de faire une cagnotte pour une maman qui a perdu son fils et qui va engager des frais juridiques, qui va avoir besoin d'un psy, qui va avoir besoin peut-être de sortir du quartier un jour et donc du coup de pouvoir acheter un endroit ou louer un endroit où elle pourra vivre plus paisiblement, même si elle ne retrouvera jamais la paix intérieure. Mais quel est le dessein d'aller faire une cagnotte pour monter les gens les uns contre les autres? Moi, c'est ça qui me pose problème. Et oui, cette cagnotte, à la fin, c'est devenu une cagnotte où on a monté les gens les uns contre les autres. C'est dramatique. On fait de la politique sur tout. Sur tout, même quand il y a mort d'homme. En 30 ans, le sentiment d'une grande partie de la population envers la police a totalement changé. Pourquoi, à ton avis? Alors oui et non, ça n'a pas totalement changé. Ça a changé dans le débat public, notamment sur les réseaux sociaux, où on ramène souvent les polémiques, mais on ne va pas refaire l'entretien. On a un taux d'acceptation, de confiance dans la police de 75%. Dans la population française, donc tout profil réuni, c'est assez stable. Il y a eu une baisse en dessous de 70% au moment des Gilets jaunes. Il y a eu une hausse à 82% au lendemain des attentats Charlie Hebdo, Bataclan, etc. Donc en réalité, on est dans la moyenne. En réalité, c'est pas tant qu'il y a une rupture, c'est surtout qu'on a réussi aujourd'hui à cibler les profils de rupture, notamment les quartiers populaires, où il y a des études, trajectoire et origine, qui sont faites par, je crois, l'INED qui fait ça, qui profilent finalement les personnes qui ont une aversion pour les institutions, en particulier pour les forces de l'ordre. C'est notamment des gens qui sont français, mais dont les parents ou les grands-parents ou les arrière-grands-parents sont de nationalité extra-européenne, en particulier en Afrique, et qui, eux, ont un ressentiment à l'égard de la police. Donc c'est qu'il y a un sujet. Il y a un sujet de relationnel qui ne va pas. D'ailleurs, dans le rapport que j'écris, je fais des propositions sur comment rétablir un dialogue, un discours positif, ouvrir à la transparence, créer du contact et faire en sorte aussi qu'il n'y ait pas de syndrome de Stockholm dans les quartiers où, malheureusement, parfois, et je le sais, j'étais en stage dans un commissariat à Saint-Denis dans le 93 il y a 1 an et demi. On interpelle un gars qui vend de la CC, de la coke, dans un parc pour enfants au pied d'un immeuble. On l'attrape, il nous crache dessus, on le retourne, on le menotte. On n'était pas super gentil avec lui, mais bon, je veux dire, c'était à la hauteur de sa rébellion. Et on pensait que les mamans seraient de notre côté, parce qu'ils vendaient quand même de la CC là, sous les toboggans. Et en fait, non, elles ont pris son parti.
Et on dit, mais vous vous rendez compte en fait, du syndrome de Stockholm dans lequel vous êtes plongé? Je pense qu'il y a un sujet aussi là-dessus. On n'en parle pas assez. Je suis sûre que c'est pas hyper populaire de le dire, mais je pense qu'il y a aussi un petit peu de ça. Je dis, mais pourquoi vous en prenez un? On vient d'interpeller un vendeur de cocaïne, là, sous les yeux de vos enfants. Mais je pense qu'il y a aussi... Et c'est un bon truc, parce que je l'ai vécu, et c'est aussi une condition de la survie dans les quartiers populaires, c'est la solidarité. C'est la solidarité dans les quartiers populaires qui permet la survie, entre guillemets. Le voisin, il mange pas bien, tu lui donnes un peu, on s'entraide, etc. Sauf que cette solidarité, elle va jusqu'à aussi le déni aussi que certaines personnes dans les quartiers nuisent à la qualité de vie des gens, des habitants. Il y a une forme de syndrome de Stockholm. Et donc, forcément, là-dessus, on a un sujet. Il faut impérativement aller dans les quartiers. Alors, l'institution, elle est maladroite. Pas oublier que ceux qui font nos règles, je dénigre pas, mais c'est des hauts fonctionnaires qui n'ont jamais mis les pieds dans un quartier, qui n'ont jamais traversé le périph'. Je pense pas qu'ils soient de mauvaise volonté ou de mauvaise foi. Je pense juste qu'ils savent pas faire et ils n'écoutent pas ceux qui connaissent le sujet. Moi, je connais le sujet, j'ai fait des propositions. Je suis parfois entendue. J'ai par exemple proposé qu'on amène des sociologues dans les écoles de police pour parler de ce que sont les quartiers populaires, puisque vous avez des flics qui sont recrutés dans des endroits où il n'y a pas de quartier populaire, il n'y a pas d'étrangers, et qui du jour au lendemain sont balancés à la Cité des 4000 à la Courneuve, et qui sont en plus face à une adversité violente, etc. Ils ne sont pas préparés. Donc moi, j'ai proposé, j'ai dit, dès l'école de police, et particulièrement pour les gardiens de la paix, il faut proposer des interactions avec des sociologues, les préparer, etc. Donc piano, je suis un peu entendue, mais il y a énormément de travail à faire. Tu parlais des suicides chez les policiers, qui sont assez élevés. T'hésites pas aussi à dénoncer les conditions dans lesquelles vous devez exercer votre métier. C'est si critique que ça? Oui, c'est assez critique parce que y a une grosse charge de travail et la charge de travail, elle est relative à une mission de service public. Quand ta mission, c'est d'empêcher des viols, c'est d'empêcher des escroqueries, c'est d'empêcher des gens d'aller mal, parce qu'il y a de la délinquance et de la criminalité, et que tu n'y arrives pas parce que tu es débordé, ça a forcément un impact psychique. Tu te sens inutile. Quand ton boulot, c'est d'empêcher, en tout cas, de travailler à retrouver des auteurs de viols, d'escroqueries, de délinquance, de criminalité, et que tu es tellement débordé que, tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout de tes enquêtes, mais qu'en plus, tous les jours, tu entends dire que ça s'ajoute, il y a encore de plus en plus de dossiers et tout, tu te dis, mais je sers à quoi, en fait? Et le non-sens dans une existence, ça participe, au final, à la souffrance intérieure. Qu'à côté de ça, quand on parle aux autorités, c'est en mode, oh, c'est pas grave, c'est que des chiffres. Non, c'est pas des chiffres, ce sont des vies humaines. C'est celles des gens à qui on doit une prestation de sécurité et celles qui accomplissent cette mission, les policiers. Ça participe aussi au mal-être intérieur. Et puis à côté de ça, il y a aussi toutes les difficultés propres aux individus, à leur vie de famille, les divorces, les problèmes avec les enfants, les morts, les décès, etc., que les policiers peuvent rencontrer dans leur vie. Quand tu arrives au boulot, tu n'as pas le droit d'être faible. Tu t'es disputé avec ta femme, elle a dit qu'elle allait divorcer, tu arrives au boulot, tu pointes, c'est fini. Ce problème-là, il n'existe plus. Ton enfant, il fait n'importe quoi, et tu es allé le chercher en garde à vue, et derrière, toi, tu vas taffer, mais tu dois le garder pour toi. C'est un métier dans lequel il a été pendant longtemps dit que c'était pas bien de montrer ses faiblesses. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a aujourd'hui des campagnes d'ailleurs au sein de l'institution, des affiches dans les services qui disent que la force, c'est savoir parler de ses faiblesses et de ses difficultés. Je pense que c'est important. Bon, on n'en fait pas assez encore. Et surtout, c'est que nous, en tant que syndicalistes, on le fait. Dès qu'on pointe du doigt, parce qu'on a des lanceurs d'alerte, par exemple, qui vont dire « Ah voilà, il y a tel problème de management, de comportement discutable, etc. » Ils se font marcher sur les doigts par les autorités parce qu'en gros, tu as parlé des problèmes. Nous, on ne veut pas que tu parles des problèmes. Nous, on veut mettre la poussière sous le tapis, le fameux pas de vague que beaucoup de fonctionnaires connaissent, même dans l'éducation nationale. Forcément, ça crée du mal-être. Donc, suite à ça, suite à toutes ces critiques que tu fais dans les médias, un petit peu partout, et que tu dénonces, tu as le droit à une enquête de l'IGPN. C'est le président de la République à l'époque. J'avais en fait évoqué le fait qu'il était absolument invraisemblable d'avoir mis de côté les unités de maintien de l'ordre, donc les CRS, les gendarmes mobiles, les compagnies d'intervention, de les avoir mis loin des gilets jaunes, alors que c'est leur métier. Le métier en fait des CRS, des gendarmes mobiles et à Paris des compagnies d'intervention, c'est avoir un bouclier, un casque, se faire caillasser, garder coude à coude et éventuellement faire une charge. C'est des gens qui sont formés à la résilience. Ils sont formés même, d'ailleurs, dès l'école de police, à respirer du gaz lacrymogène, parce qu'il ne faut pas rêver, quand on lance du gaz lacrymogène, on le prend aussi dans la face. Le vent, il discrimine personne. Et c'est des forces en fait qui sont là, pour l'encadrement des manifestations, pour s'assurer qu'elles se passent bien,
s'assurer qu'il n'y ait pas de black blocs qui viennent pourrir. Mais pas seulement. Demain, tu fais une manif sur un sujet, tu peux avoir des gens qui sont contre ton sujet, qui viennent s'en prendre à toi. Les unités de force mobile, c'est faire en sorte que tu puisses faire ta manif jusqu'au bout du point A au point B et empêcher que les autres viennent pourrir ta manif. Donc ça, c'est les unités de force mobile et les compagnies d'intervention. Sauf que le préfet de police, à l'époque, il avait besoin de faire une démonstration de force, très individualiste. Et il met des effectifs qui ne travaillent que sur des violences urbaines ou de l'anticriminalité, et notamment des effectifs qui viennent des commissariats, comme moi, j'ai comme formation. Notre formation, c'est pas de faire du service d'ordre, c'est de faire de la lutte contre les violences urbaines, les émeutes, la délinquance, la criminalité. Et c'est un travail, du coup, de contact, d'interpellation. Et donc, du coup, tu mets ces gens-là devant une foule de 3000 gens en colère, qui ne sont pas des délinquants. On parlait de Français moyens en colère, qui sont en colère, qui ont envie de te pousser un petit peu. Tu ne ressens pas la chose de la même manière. Déjà, tu n'es pas doté et équipé de la même façon. On te met un flashball au milieu d'une foule et on te dit, vas-y, démerde-toi. Et là, on sait qu'il y a eu des tirs qui ont été faits de collègues qui ont été pris de panique, qui légitimement, et d'ailleurs les enquêtes l'ont démontré, se pensaient en légitime défense parce qu'ils ont 2000 personnes face à eux, ils se disent mais je vais me faire piétiner, je vais mourir. Sauf que si à ce moment-là, on avait mis des unités de force mobile, des CRS, des gendarmes, des compagnies d'intervention, elles auraient en fait absorbé la colère, la poussette, les caillassages, etc. Elles ont cette capacité de résilience et c'est pas ce qui a été fait. Et ça, je l'ai dénoncé. C'est monté jusqu'au président de la République et à l'époque, il avait appelé ministre Castaner en demandant une enquête administrative contre moi. Ils ont appelé mon secrétaire général. Mon secrétaire général me convoque dans son bureau en mode très grave, en mode l'heure est grave. Voilà, assis-toi, prends un verre d'eau, pleure pas. Voilà, je t'annonce un truc, président de la République, il y a eu une enquête administrative contre toi. J'éclate de rire. Je dis, mais moi, je veux bien une enquête, par contre, je veux une enquête judiciaire. Je veux pas une enquête administrative parce que ça va rester dans l'administration, donc ce ne sera pas la vérité qui va émerger de cette enquête. Moi, je veux une enquête judiciaire. Je veux que le procureur, il soit dans le coup. Comme ça, moi, j'irai lui raconter ce que je sais, ce que je viens de te raconter. Comme ça, je pourrai révéler vraiment les dysfonctionnements, pour le coup systémiques, puisque ce sont des instructions hiérarchiques. Je vais dénoncer ces choses-là qui mettent en danger la population, les manifestants, mais également les collègues. Parce que j'ai des collègues qui ont été blessés. Et donc, du coup, j'estimerais peut-être à ce moment-là qu'il y a peut-être une responsabilité pénale aussi. Et quand j'ai dit ça, coup de fil, j'en ai plus entendu parler. Donc toi, tu es traité d'un côté de vendu à cause de tes origines et de l'autre parfois de traître par certains collègues pour ce que tu dis dans l'institution justement. Quelle est la place de Linda Kebab ? Alors moi, les collègues, je les vois très régulièrement et j'ai un accueil extrêmement chaleureux de leur part qui me disent « tu dis ce qu'on a envie de dire, tu parles en notre nom, on adore ce que tu fais ». Enfin vraiment, j'ai des collègues incroyables, extraordinaires, des gens dont a priori on pourrait croire que je n'ai absolument rien à voir avec eux, aucun point commun, et pourtant on parle la même langue, on parle le langage de flic. Après, qu'il y ait quelques flics, notamment un qui a été révoqué, qui ne vaut même pas la peine que je cite son nom, qui me s'en prend frontalement à moi, je suppose que c'est mon profil qui lui pose problème. Bon, il a été révoqué, il ne m'intéresse pas. Qu'après, il y a aussi des velléités de concurrence syndicale, parce que le syndicalisme, je veux dire, entre les confédérations, il y a forcément une concurrence, donc forcément on essaie de te déstabiliser en utilisant non pas le fond mais la forme. Ça me glisse dessus. Ça fait partie malheureusement du jeu politique, même si je n'ai pas été préparée à ça, ça fait partie du jeu politique. En revanche, moi ce que je trouve dommage, c'est justement les gens qui traitent de vendus. Je leur dis, mais vendu à quoi ? Oui, à la police. Mais du coup, en fait, si tu n'aimes pas la police française, toi tu te mets de quel côté ? Du côté des délinquants et des criminels ? Vendu à quoi ? Juste explique-moi. Et en fait, souvent, ce sont des gens qui ont envie de nourrir quelque chose qui est propre au passé, notamment l'esclavage, la colonisation. Je leur dis, hé mec, t'es pas un indigène en fait, t'es un Français, t'as une carte d'identité française. Ton grand-père, lui, il était indigène. Lui, sur ses papiers, c'était marqué indigène ou musulman. Lui, il subissait la discrimination, lui, il subissait le code de l'indigénat. Arrête de croire que t'es à Lille-la-Pointe, dans les rues de la Casbah d'Alger, dans 57. Hé mec, tu prends un Vélib à Ménilmontant dans le 20e, t'as une carte d'identité française, ta seule difficulté à toi, c'est de savoir à quelle heure tu vas te faire livrer ton repas. Arrête de t'approprier des combats qui ne sont pas les tiens. Et si tu penses, parce que les premiers d'ailleurs, je parle de ça parce que c'est souvent quelque chose qu'on m'oppose au regard de mes origines, je dis les premiers Algériens qui se sont opposés au début du XXe siècle contre l'autorité française, la première chose c'est que c'était d'abord une quête d'égalité et comme ils ne l'ont pas obtenue, ça a été la quête d'indépendance. Mais en fait, va aller chercher l'égalité. Vendu de quoi en fait ? Vendu parce que j'attrape des voleurs
Vendu parce que j'attrape des violeurs, des receleurs, des dealers. Vendu parce que je fais un métier et je défends un métier qui a pour vocation à faire en sorte que les personnes violentes, criminelles, etc. n'aient plus pignon sur rue. Mais en fait, tu devrais me remercier. Et plutôt, au contraire, te battre, peut-être même pour les intégrer, ces institutions. Donc moi, j'échange avec Amal Bentounsi, à qui je passe un grand bonjour, dont le frère a été tué par un membre de la police, qui a été reconnu coupable. Quand tu vois ces familles qui ont été détruites par ces affaires, est-ce que tu comprends qu'il n'ait plus la foi en la police et en la justice? Non, je ne comprends pas parce que, comme vous dites, il y a 2 secondes, comme tu dis il y a 2 secondes, en première instance, il a été acquitté, en effet. En deuxième instance, il a été condamné avec 5 ans avec sursis. Alors, je ne m'étalerai pas sur le procès et sur les plaidoiries du procureur ce jour-là, parce que j'y étais et parce que ce n'est pas le sujet. Néanmoins, comment dire qu'on n'a pas confiance alors que le policier il a été condamné? Parce que souvent on entend dire il y a l'impunité. Ben non, il n'y a pas l'impunité, il a été condamné. Et donc il a été condamné par la justice. Donc parler d'impunité, il n'y a pas d'impunité. Il est condamné pour meurtre. Elle est où l'impunité? Il n'y a pas d'impunité. Or, vouloir que le collègue il fasse 30 ans de tôle, ça apporte quoi au sujet? Et pendant ce temps-là, promouvoir le fait qu'il ne faille pas envoyer en tôle des mecs qui commettent des crapuleries les plus sordides au monde au motif que l'on soit contre les peines d'emprisonnement. C'est hyper hypocrite en réalité. Donc dans ces affaires et dans bien d'autres, la première action des médias est de criminaliser la victime, comme si leur passé justifiait ce qui leur arrivait. Est-ce que les médias ont une responsabilité dans cette tension qui existe maintenant entre la police et les banlieues? Ouais, les business médias, ils ont à mort des intérêts. Parfois, il y a des médias, leurs conditions d'existence et de vie, ce sont des subventions. Et donc, du coup, quand ils titrent du buzz, quel que soit le sujet, bah, ça crée de la visibilité. Et donc, du coup, ça permet leur viabilité. Et puis, encore une fois, comme je disais, à partir du moment où les médias aujourd'hui en sont à extraire des petits passages un peu punchy pour les foutre sur les réseaux sociaux, c'est que forcément, il y a du business derrière, il y a une concurrence de visibilité permanente. Et aussi, et j'assume totalement mon propos, et c'est une personne qui a rêvé d'être journaliste qui le dit, je pense qu'il y a un défaut de formation des journalistes. Il y a un défaut de connaissance, il y a un défaut de maîtrise des sujets. Je pense qu'aujourd'hui, être journaliste, c'est juste être capable de faire un échange de questions-réponses ou être JRI. Mais il n'y a plus la culture politique ou de société d'autrefois. Avant, tu avais des journalistes, il y a 20 ans, 30 ans. Ils avaient une culture et de société extrêmement forte. Quand tu disais un mot, ils maîtrisaient le mot, ils savaient de quoi tu parlais, ils n'allaient pas ailleurs. Franchement, c'est plus le cas. Après, le fait d'avoir du 24-24, ça joue. Les gars, en fait, franchement, c'est les influenceurs des médias. Ils maîtrisent rien du tout. Ils sont juste là à se donner de la visibilité. J'aime bien cette expression, c'est les influenceurs des médias. Honnêtement, aujourd'hui, c'est la tête d'affiche, le journaliste star, le présentateur star. Tous les débuts d'année, là, en septembre, tu as le mercato des rédactions où tel journaliste va changer de rédaction. On parle plus de ça que de sujets de fond. En fait, les médias, bien sûr, qui participent, mais dans tous les sujets, dans tous les débats. À partir du moment où, en plus, ça permet de fustiger un groupe de personnes, de faire des amalgames, de bien chauffer les campagnes électorales, alors là, sois sûr qu'ils répondront présent. Moi, j'ai été étonnée, c'est quand j'ai vu Cyril Hanouna, en fait, qui s'occupait des débats politiques, alors que ce n'est pas du tout son métier. Comme tu dis, il y a 10, 15, 20 ans, c'était pas possible. Et c'est pas tant le fait qu'il en anime, c'est le fait qu'il y en ait qui y aillent. Alors tout le monde y est allé, toutes les familles politiques s'y sont retrouvées pour la présidentielle, parce qu'à ce moment-là, tu as un profil sociologique à cibler, les jeunes qui ne regardent pas les chaînes d'infos en continu, qui ne lisent pas le journal. Il y a aussi un manque de culture dans la population. Je veux dire, aujourd'hui, quel jeune ouvre le journal pour s'informer de ce qui se passe, ou regarde les chaînes d'infos avec toute la froideur et le recul que ça nécessite pour regarder ce qui se passe. Beaucoup aussi de jeunes sont dans la surconsommation, ils scrollent, les réels, les machins, les TPMP, et donc du coup, ils se sont laissés prendre au jeu. En fait, on a donné à des gens dont ce n'est pas la culture de faire du débat politique, d'aller en faire. Franchement, c'est une dégradation du niveau politique, et à commencer par ceux qui sont en responsabilité. Je suis désolée, j'ai une ancienne secrétaire d'État qui était là avec sa petite ardoise chez Cyril Hanouna en train de faire des petits mots, machin et tout. Mais c'est pas ta place. C'est pas ta place. Et c'est pas une émission qui est là pour mettre en avant la vérité, qui est là pour permettre le débat. C'est une émission qui est là pour faire du buzz et du chiffre. C'est-à-dire qu'il y a de l'audience, qu'il y a des publicités à vendre. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre. Je parle d'un piège qui m'a été tendu parce que je ne regarde pas la télé, encore moins TPMP ou Balance ton poste. Mais j'avais été invitée au début des Gilets jaunes. Et c'est une fois sur place que je découvre le traquenard. Clairement, je comprends qu'en fait, ce n'est pas la vérité qui compte. C'est le buzz. Qu'est-ce qui s'était passé ? En fait, on nous disait que ça allait être un débat au sujet des policiers et des Gilets jaunes. Moi, je pensais que ça allait être hyper constructif.
Mais le constructif, c'est pas payant. Et on nous met face à des gens qui avaient perdu un œil, qui avaient été blessés, etc. Mais c'est comme pour les familles de personnes qui ont été blessées ou qui sont tuées. Je veux dire, moi, je débat pas avec des gens qui sont blessés. On peut juste se plaindre qu'ils soient blessés et c'est tout. Et j'ai essayé d'être rationnelle, d'être factuelle. Voilà, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. Mais je m'en suis pris plein la gueule. Ça avait beau être la vérité, en fait, c'est pas la place de la vérité. C'est pas la place. C'était un tribunal, mais sans la quête de vérité. Et c'était hyper violent. Et en fait, c'était tout l'inverse de ce que la production m'avait promis en amont. Pire encore, il y avait un gars dont je connaissais pas l'existence, je l'ai appris à ce moment-là, qui débarque dans l'émission avec des grenades, avec de l'armement du ministère de l'Intérieur, estampillé État, un ministère de l'Intérieur. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'il a réussi à mettre la main dessus, mais bon, en tout cas, il les a, dont certaines qui sont actives. Hein. C'est-à-dire, tu peux dégoupiller et ça pète. Et au moment où, en fait, moi, je le découvre, c'est avant qu'on rentre en plateau, je vois des armes, je dis, mais vous êtes sérieux? Il y a des armes, enfin, machin. Le gars, il me dit, ta gueule. Le mec qui ramène les armes, je ne savais pas qui c'était. Bon, je découvrirai après que c'était un collectif qui s'appelle Désarmons-les, qui est anti-flic. En gros, qui est pour anarcho-libertaire, contre la police, l'inexistence de la police, l'anarchisme pur et simple. Et en fait, le producteur me dit à ce moment-là, ou le réal me dit « Non, non, mais ça ira pas en plateau, promis. » Je dis « Non, mais un peu de monde veut, ce sont des armes. Déjà, il n'a même pas à les avoir. » Et au moment où les lumières s'allument et que le direct il commence, le gars, il ouvre son sac et bam, il te pose les grenades et tout. Et j'oublierai jamais la scène. Je me dis « Ouah, t'es policière et t'es face à un gars qui a des armes. » Et en plus, tu vas débattre avec ce gars qui, en fait, avec qui tu ne peux pas débattre parce que c'est un extrémiste. C'est un extrémiste. Je n'ai pas d'autre mot. C'est lunaire. Alors, ils ont fait un buzz de ouf. Hein. Mais c'était, franchement, hyper destructeur pour la société. C'était ce genre de débats qui sont hyper destructeurs, qui scindent, qui divisent, qui polarisent et qui ne permettent pas aux uns et aux autres de s'exprimer juste de manière constructive parce que le constructif, ça ne paye pas. Tu as déjà pensé à arrêter de travailler dans la police ? J'y ai déjà pensé pour la simple raison, c'est que parfois j'ai l'impression qu'on n'y arrivera pas. Puis après, non mais arrête, tu vas faire quoi? Bien sûr que tu vas continuer. Et si j'arrête de travailler dans la police, je reste pas en France. J'accepterai pas d'être citoyenne d'une société dont, de mon point de vue, de mes valeurs, de mes références, serait en déliquescence en regardant faire et sans être active. C'est pas possible pour moi. Donc tu es idéaliste ? Je pense que je suis idéaliste. Et je pense que les institutions, les débats, les valeurs doivent nous survivre. Nous, on n'est que des individus de passage. Et comme je dis souvent, d'ailleurs, à mes collègues du syndicat, je leur dis, vous savez, le syndicalisme, on est à son service. On est au service syndicalisme, mais on n'est que de passage. Et le syndicalisme doit nous survivre. Et ben, j'estime que les institutions doivent aussi nous survivre parce qu'elles doivent être, elles ne sont pas toujours le cas, elles sont souvent en difficulté et défaillantes, elles doivent être les garants dans une société du vivre ensemble, d'une capacité à une société à vivre en paix. Moi, je suis juste de passage, moi je suis juste là pour une mission et puis après, si j'y arrive un peu, c'est bien, mais je pense que je serai morte et que les échanges qu'on a, d'autres les auront dans 70 ans, 80 ans, 100 ans. Moi, je suis à moitié asiatique. Je parle donc avec des amis, de la famille, etc. Et on a la communauté qui vient de temps en temps en France, des touristes, hein, chinois ou indonésiens ou autres. Et il y a souvent en fait cette déception. C'est-à-dire que je connais beaucoup, j'ai des amis de Taïwan, des amis de ma mère, hein, de Taïwan qui sont venus, qui se sont fait voler leurs bagages. Pendant les JO, pendant la préparation des JO, ça t'as dû en entendre parler, il y avait le couple qui était venu en amont et qui s'est fait dérober 600 000 € de bijoux. Après, il y avait aussi la joueuse taïwanaise qui fait du badminton, qui était dans sa chambre d'hôtel. On a essayé de forcer sa porte et donc qui avait filmé ça, qui avait mis des chaises pour se protéger, qui avait aucune sécurité justement. Et toute cette communauté, en tout cas la mienne, de mes origines, a vraiment très peur. C'est-à-dire que voilà, Paris, ça fait rêver, c'est la Tour Eiffel, c'est la ville du romantisme, c'est une des plus belles villes du monde. Et à côté de ça, on a l'impression d'être vraiment pas en sécurité. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces touristes, toi ? Mais malheureusement, je ne peux même pas leur dire que ce n'est qu'un sentiment, c'est la vérité. Moi, j'ai les remontées de terrain quotidiennes et quotidiennement, il y a des attaques. Alors, si on se contente de Paris, de la plaque parisienne, il y a des attaques tous les jours. Il y a des gens qui se font arracher leurs montres, leurs sacs, leur attacher caisse dans la voiture. L'autoroute A1, dès qu'il y a des bouchons, tu as des scouts qui déboulent, qui pètent les voitures et qui font du carjacking, des vols à la portière, pardon. Il y a des cambriolages, des saucissonnages, des ligotages de personnes à leur domicile. Je ne parle même pas des gens qui ont une visibilité publique, comme les footballeurs qui se font cambrioler chez eux.
Mais évidemment que c'est existant. Mais moi, ça, je le déplore, justement. C'est ce que je dénonce en permanence. Quand je dis, en fait, il y a des violences, il y a des violences à la personne. Genre, on parle pas... je parle pas du téléphone que tu voles, que tu dérobes à la volée et sans que la victime s'en rende compte et elle le découvre quand... Non, je parle des atteintes à la personne de manière totalement crapuleuse. Et tu vois, tu m'en parles et en même temps, le fait, moi, de le dénoncer, je suis catégorisée parfois d'extrême droite. Mais c'est quoi le rapport, en fait ? C'est quoi le rapport de vouloir que des touristes, en dehors du syndrome de Paris et qui tombent des nues lorsqu'ils découvrent les souterrains parisiens, ne soient plus victimes de ça ? Mais on parle des touristes, mais il y a eu un moment, c'est moins, mais ça existe toujours, des Chinois Aubervilliers qui se font défoncer, dépouiller, parce que, par racisme, sont catégorisés comme étant forcément détenteurs de cash. Et donc, du coup, ils se font défoncer, parfois jusqu'à la mort. Bah, oui, je pense que tes parents sont fiers de toi. Je sais pas, je pense que je poétise. Quand on poétise, quand on romance, je dis à partir du moment où moi je me lève le matin, mon but c'est d'être droite, d'aider mon prochain, de respecter la propriété privée d'autrui, l'intégrité physique d'autrui, respecter les valeurs qui sont les leurs. Moi j'ai des parents qui étaient musulmans, qui m'ont donc enseigné des valeurs et qu'à partir du moment où ce que je fais en fait ne vienne pas en contradiction, bien au contraire, c'est-à-dire que protéger la propriété d'autrui, protéger l'intégrité d'autrui, faire en sorte que les représentants de la force soient respectés, etc. Bah, moi, je ne trouve pas d'incompatibilité. Ça, c'est vraiment si on reste sur la sphère très personnelle. Après, je ne sais pas s'ils sont fiers, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que j'ai, malgré mon parcours très atypique, malgré mon profil très atypique, malgré le fait que je sois policière et que ma mère rêvait plutôt que je sois avocate, ou médecin, ou même médecine, c'était mort, hein, franchement. J'étais pas assez bonne dans les matières scientifiques, mais voilà, éventuellement journaliste, parce que c'est ce que je voulais être et qu'elle a fini par l'accepter. Néanmoins, je pense que elle le reconnaîtrait toujours son enfant, c'est-à-dire celle qui fait son métier en se disant « moi, je veux juste une société meilleure », c'est tout. Je vois pas en quoi est-ce qu'on n'a pas de raison de pas être fier de son enfant à ce moment-là. Je sais d'où je viens, d'une manière hebdomadaire ou presque. Je sors mes grandes gamelles à la maison, je prépare des repas, je vais les distribuer. Je me dis, c'est parce que je sais d'où je viens. J'ai eu la chance de m'en sortir par mon travail. Moi, j'ai commencé ma vie, entre guillemets, dans la rue à la mort de ma mère, parce qu'il n'y avait personne pour s'occuper de moi. J'étais trop jeune pour être indépendante financièrement. Trop adulte, puisque j'avais déjà 18 ans, pour que l'État me prenne en charge. Et donc, du coup, j'ai dû me démerder seule. J'ai eu de la chance, par le fruit de mon travail, uniquement par le fruit de mon travail, je ne suis pas du tout née avec une cuillère en argent dans la bouche, de m'en sortir et d'être là où j'en suis aujourd'hui. Mais néanmoins, je n'oublie pas ceux qui restent sur le côté de la route. Et dès que je peux, je pense à eux. Et je me dis que si avec ça, ils ne sont pas fiers. Est-ce que tu verrais une femme assise dans ce fauteuil que tu aimerais entendre discuter avec moi ? Je pense que toutes les femmes doivent être entendues, très sincèrement, quel que soit le bord idéologique, même s'il y a des idées qui se confrontent, même si on est différentes, ne serait-ce parce qu'on entend trop souvent les hommes et qu'il est peut-être temps que les femmes aient un petit peu plus leur place dans le débat public pour autre chose que pour des choses qui sont jugées superficielles et pour lesquelles parfois les hommes ne nous donnent pas notre place, parce que je sais ce que c'est par contre le sexisme et la misogynie. Et sur des sujets sérieux de société, je pense que toutes les femmes ont leur place sur ton fauteuil. Ok, un dernier mot ? Merci. Merci en fait d'avoir accepté, même si on n'est pas toujours d'accord sur tout, même si ce qui est dit n'est pas forcément entendu parce qu'on a des paradigmes différents. Merci quand même d'ouvrir le fauteuil à des gens qui, a priori, sont différents, mais ont parfois des parcours hyper similaires. C'est juste qu'après, c'est des choix de destin qui se complètent, qui s'opposent parfois, mais qui en réalité ne sont pas incompatibles. Merci beaucoup. Il faut que ça bouge dans la ville, il faut que ça bouge dans la ville. Elle veut savoir ce que je fais, elle veut que je lui raconte ma vie.